Bonjour, on est ravis de vous recevoir sur ce premier débat de Divisio TV avec aujourd'hui Martin Blachier. Martin Blachier, bonjour. Bonjour. Idriss Aberkane, bonjour. Et évidemment Fabrice Divisio, Bonjour. toujours fidèle au poste. Idriss Aberkane, vous êtes biologiste de formation, plusieurs fois docteur, spécialiste des sciences cognitives. Et vous êtes fait entre autres connaître comme un soutien de Didier Raoult, on peut dire ça? Tout à fait. Ouais. Voilà, ce qui évidemment vous oppose aujourd'hui à Martin Blachier qui au fond, qui n'est pas si différent de vous parce qu'il est entrepreneur, il est docteur en santé publique, mais vous n'avez pas évidemment les mêmes opinions. Didier Raoult, en tout cas. Oui, en tout cas sur Didier Raoult. Alors, une petite question déjà pour commencer. Il y a une actualité en ce moment qui est le pass sanitaire. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Est-ce que c'est finalement la condition nécessaire pour retrouver la liberté pour les citoyens, ou alors est-ce que c'est quelque chose de véritablement d'inacceptable et de liberticide? Mon opinion sur le pass sanitaire, juste rappeler d'abord que personne ne pense qu'on va vivre longtemps avec un pass sanitaire. L'idée, c'est pas de l'instaurer comme un mode de vie. Je pense que c'est plutôt de l'utiliser pendant une phase très transitoire, jusqu'à ce qu'on ait suffisamment vacciné la population pour faire en sorte que l'impact du Covid ne soit plus aussi important et qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale. Donc je pense que le choix qui s'offre à nous, c'est de savoir de maintenir des mesures restrictives comme elles sont aujourd'hui, qui sont très dommageables sur tout un tas de dimensions, ou alors d'utiliser le pass sanitaire pour sortir plus tôt, en étant tout à fait transparent que le pass sanitaire, pour ceux qui le soutiennent, a deux vertus. La première, c'est lever les mesures plus tôt, et la deuxième, c'est d'encourager les gens à se faire vacciner. C'est une mesure un peu d'encouragement à la vaccination. C'est comme ça qu'il est utilisé en Europe, et parfois quand il est utilisé aux États-Unis, c'est aussi pour ça qu'il est utilisé aux États-Unis. Car on ne s'en rend pas compte encore en France, mais il y a un sujet pour essayer de faire en sorte que la couverture vaccinale soit la plus haute possible. Je ne suis pas un fanatique du passeport sanitaire, mais je pense que ça peut être intéressant au moins d'avoir cette solution qui fonctionne si jamais on a l'épidémie qui repart, alors qu'on ne peut plus remettre les mesures, parce que je pense qu'on ne pourra pas les remettre. Cet argument que j'avançais, au terme duquel le pass sanitaire, il est un mal, mais un mal nécessaire finalement, ou un moindre mal. J'étais interviewé pour Le Figaro, c'était par Judith Weintraub, et il y avait en face de moi, je ne sais plus qui, du gouvernement, qui commençait son interview, donc c'était le pass sanitaire pour ou contre. Hein. Donc évidemment, je représentais le contre, et puis ce charmant jeune homme représentait le pour. Il avait commencé comme ça, et c'est là que j'ai trouvé ça... Encore une fois, parce que je suis fondamentalement un vicelard, donc automatiquement, je projette mon vice sur les autres. Il avait commencé en disant « le pass sanitaire, c'est un sésame pour la liberté ». Un type qui me dit « j'ai un sésame pour la liberté à te vendre », je dis « bon, t'es en train de me vendre les clés de ma propre maison ». Bon, et encore une fois, comme je suis fondamentalement un vicelard, je le vois venir, le type qui arrive et qui me dit « je vais te vendre les clés de ta maison ». Je sais que la maison, elle est à moi, et que quelqu'un qui me vend les clés de ma propre maison, c'est pas les clés qu'il est en train de me vendre, il est en train de me vendre autre chose. Alors ça, Je suis désolé, je coupe, parce que ça a du sens de parler du passeport sanitaire, parce qu'il y a le passeport sanitaire et il y a ce qu'on en fait. Je veux dire, si je prends le passeport sanitaire uniquement, par exemple, pour visiter un seul musée en France, c'est un non-sujet. Donc je veux bien qu'on parle du passeport sanitaire pendant très longtemps, mais pour l'instant, le passeport sanitaire, c'est pour aller dans des salons de plus de 5000 personnes. Est-ce que, voilà, donc la privation de liberté, elle est sur ce sujet-là. Non mais d'accord, mais moi je veux bien. Donc c'est pas un débat de société, donc on peut faire invoquer la déclaration des droits de l'homme. Mais est-ce que c'est pas un petit peu ridicule cet exercice? Si je peux me permettre, il ne vous appartient pas de décider ce qui est un débat de société, Martin Blachier. Non, mais moi je veux bien, mais je vois pas... Le débat de société, c'est la société qui s'en saisit. Il y a un lien entre le pass sanitaire et les masques, justement, Martin Blachier, c'est ce que je voulais dire au départ, c'est que précisément, on a toute une série de mesures comme ça qui se sont accumulées, qui se sont empilées depuis un an. Et en fait, on se rend compte avec le temps, je ne vais pas me lancer dans un pourcentage, mais qu'il y a une partie qui ne sert à rien. C'est vrai. Et en fait, il n'y a rien qui change. C'est-à-dire, ces mesures, elles restent en place. Alors, je ne suis pas tout à fait vrai. Enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même eu une adaptation des mesures. Il n'y a pas eu un changement de discours de beaucoup de médecins et de scientifiques, ça c'est vrai. Mais en revanche, dans la décision publique, il y a quand même eu une adaptation à la réalité de ce qu'on a appris sur l'épidémie. En particulier, ce qui est sorti sur le risque aérosol a fait changer quand même un certain nombre de comportements. On a quand même dit que la mesure barrière principale, c'était l'aération. Il y a certains pays qui se sont équipés avec des C'est à votre honneur. C'est à votre honneur d'avoir évolué dans vos positions, mais vous trouvez que les gens qui viennent sur les plateaux télé en ce moment, ils évoluent dans leur position? Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que disent 100% des plateaux télé. Moi, j'ai fait une étude sur les effets indésirables du confinement, qui a été avec Génération Libre. On montre qu'effectivement, le confinement tel qu'il a été fait lors du premier ou du deuxième confinement a plus d'effets négatifs que d'effets positifs.
On va pas dire le contraire. On ne savait pas. On va plus dire le contraire, alors. Voilà. C'est comme ça qu'on va le dire. Non, mais... Vous n'allez plus dire le contraire. Donc, moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, voilà, un scientifique c'est qui bien irait sur d'avoir un plateau évolué, télé mais- et qui dirait si l'épidémie repart, il faut reconfiner comme on a fait lors du premier confinement, je dirais non. On ne peut Mais vous plus dire voyez, ça Alors, ça, c'est avec les intéressant. connaissances qu'on a Ça, c'est aujourd'hui. intéressant. Et on passera après à un autre sujet pour pas rester sur ce sujet trop longtemps. Mais c'est peut-être ça le problème de fond. C'est qu'en fond, les gars, vous avez un train de retard, quoi. Vous avez toujours un train de retard. Ouais, il y a un petit train de retard. Mais non, c'est pas un train, c'est même effectivement un TGV de retard pour le coup. C'est-à-dire que pour le coup, la question du confinement, on le sait depuis un moment que ça marche pas. Non, On ça sait c'est depuis- pas. Non, mais Non, faut mais pas si, dire c'est que vrai. ça marche pas. C'est Non, pas, non, c'est non, pas non. que ça marche Non, pas. non. On sait qu'effectivement, au regard du bénéfice qu'on en attend, Voilà, exactement. le risque que l'on prend, C'est pas nécessaire, voilà. Et- C'est trop. non, c'est pas nécessaire, c'est que c'est délétère. Et qui est délétère aussi, c'est vrai. bien, c'est intéressant parce que, et c'est ça le problème de fond. Et je termine sur le pass sanitaire en disant ça, en disant, et finalement dans un an on va nous dire que le pass sanitaire n'aura servi à rien, qu'il fallait effectivement, il est là le problème de fond. Et encore une fois, Idriss Aberkan a soulevé un point sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Il parle de ces pays, on parle beaucoup parler des États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas s'engager sur le terrain des États-Unis parce que c'est un terrain très compliqué. Mais si on parle des États-Unis, on ne peut pas faire l'impasse sur la Floride et le Texas. Et on peut pas faire sur deux gros États que je connais. On ne peut pas faire l'impasse effectivement sur deux États. Dakota, on pourrait en parler, c'est un petit peu plus petit. Le Mississippi, on va vous dire Bien que. sûr, ces États. Alors, on va vous dire que le Mississippi, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais la Floride, le Texas. Je veux dire, ils ont eu un rassemblement, là, un match récemment. Il n'y avait personne de masqué et il n'y avait personne qui avait de passe sanitaire. Donc c'est une question intéressante qui pose. Et quoi? Et bien justement, Quelle est la démonstration? il n'y a pas de démonstration, c'est une question. C'est quoi la question? La question, c'est est-ce qu'effectivement, vous nous dites que le passeport sanitaire, le pass sanitaire pour les grands rassemblements constitue une nécessité? Je m'interroge sur le point de savoir pourquoi d'autres États ne l'ont pas fait. Martin Blachy, ensuite. Une nécessité, ça dépend vraiment de l'objectif que tu te fixes. Bah, l'objectif, c'est que a Si priori, tu veux limiter le risque de contamination dans l'événement, c'est sûr que le pass sanitaire, tu peux faire le calcul, il en a la capacité. Le calcul, il est assez simple, tu prends la circulation virale, tu mesures la réduction de risque par le fait de vérifier que les gens ne transmettent pas le virus avant d'entrer dans l'événement, et tu auras moins d'infections potentielles dans l'événement. Après, la question, c'est est-ce que tu veux un pass sanitaire pour limiter un certain nombre d'événements? Là, c'est peut-être une question de société qu'il faut se poser et qui peut être discutée. Mais tu ne peux pas nier que le pass sanitaire limite le risque de contamination dans un événement où il y a du monde. Vous êtes d'accord, Idriss Aberkan? C'est comme toujours, moi j'ai des doutes. Prenez la station Châtelet-Les Halles. Bon. Châtelet-Les Halles, c'est la station de métro la plus fréquentée au monde. Au monde. Elle est au cœur de Paris. Et dans cette station, on a un rassemblement tous les jours, littéralement, de millions de personnes. Masqué. Bon, certes, masquées, sans, pour un masque chirurgical, dont je crois qu'il n'arrête pas les virus. Vous me corrigez si je me trompe, mais il se trouve que j'ai de vagues mémoires, En tout cas. j'ai de vagues mémoires de ma biologie en tout cas, et qu'il est marqué légalement, là on peut parler de l'argument légal, sur les boîtes de masques, il est marqué « Ceci ne constitue pas une protection contre les virus ». Bon, ça c'est ce qui est marqué sur les masques chirurgicaux aux États-Unis et dans certains pays de l'Union européenne. Donc, en plus, effectivement, certaines études démontrent que ce virus serait en partie manuporté. Au moins en partie. Bon, ça, on ne peut pas le dénier, c'est... en partie. Bon, en partie, c'est démontré que... Très infime partie, oui. Si c'est une très infime partie, je ne comprends pas pourquoi on m'a proposé du gel hydroalcoolique quand je suis allé faire mon test PCR avant de venir. Mais peut-être que dans Ça ce peut pas cas-là... être que à cause de Raoult. Hein. Je comprends pas bien non plus. Moi, pourquoi on Très nous bien. inonde de gel hydroalcoolique? Parce que toutes les données qui sont essentiellement publiées par le CDC montrent que la contamination est essentiellement aéroportée et quasiment pas manuportée. Ok, bon, de Là, toute façon... encore une fois, c'est là on ne s'est pas bien adapté aux dernières donc, données. on a 2 millions, 3 millions de personnes qui passent par Châtelet-Les Halles régulièrement, puis qui sont entassées dans des métros, sans passe sanitaire. Et ça, c'est tous les jours. C'est pas... Donc, en termes de concert, juste pour essayer de... 2 millions de personnes dans un espace confiné, où l'air circule moins bien que dans la rue. Tout le monde sera d'accord avec ça, même si on peut encore une fois en douter. Un concert au Stade de France, rappelez-moi, c'est combien de... 80 000. Ouais. Ça fait combien de concerts au Stade de France tous les jours, ça? Le Stade de France, c'est ouvert. Hein. Il n'y a pas un Vélum, il n'y a pas... 10 fois, 20 fois, 30 fois. Là, je suis désolé, je posais une question, mais ça n'a aucun rapport de mettre 80 000 personnes pendant 2 heures dans le même endroit et d'avoir un flux continu de personnes qui circulent pendant 24 heures. Donc il faut mettre le pass sanitaire dans le métro, alors. Non, mais c'est ce que je dis, ça n'a rien à voir de mettre 80 000 personnes au même moment pendant 2 heures. Alors là, ça se calcule de façon mathématique et d'avoir des flux
de personnes qui circulent pendant 24 heures avec le même nombre. Ça se calcule de façon mathématique. Pardon, vous faites référence à quoi? Je ne sais pas, c'est assez simple ce que je dis. C'est pas la même chose de mettre 80 000 personnes dans un lieu clos pendant 2 heures et d'avoir le même nombre de personnes qui vont transiter. Ils transitent, ça ne veut pas dire qu'ils se croisent tous, ça veut dire qu'ils transitent dans la station Châtelet. Il n'y a pas 80 000 personnes au même endroit pendant 2 heures dans la station Châtelet. Donc, si j'ai bien compris, si on passe moins de 2 heures, on n'a aucun risque de contamination. Non, Ça dépend combien de personnes vous avez Si, a priori, justement si. dans le wagon. C'est ça la question. Non, aussi. parce qu'il faut que vous ayez 2 heures, faut que vous passiez 2 heures pour être contaminé par l'aérosol présent dans l'air. Parce que l'aérosol, il faut quand même un certain temps pour pouvoir le partager. Donc, il faut que la personne soit 2 heures pour aérosoliser suffisamment le wagon. Et après, il faut que les gens viennent dans ce nuage d'aérosol sans ventilation pour se contaminer. Si vous avez Ça plus ça n'arrive pas dans un wagon de C'est pour métro. ça que Kriegel disait que l'un des principaux lieux de contamination, entre autres, c'était l'entreprise, en fait. Ah, exactement. Exactement, c'est l'open space, où il y a la personne pendant 8 heures qui va aérosoliser tout l'open space, et les gens qui sont là, effectivement, d'où l'entreprise, d'où le télétravail dont tu parlais tout à l'heure. Pourquoi on ne rouvre pas les restaurants? Pourquoi on ne rouvre pas les cafés? Parce que les gens sont sans masque. Voilà, qu'ils mangent, qu'ils parlent souvent fort, et qu'en plus, donc ça c'est le phénomène physique, et ce qu'on a observé dans les données, c'est que les gens ne se contaminaient pas dans les transports en commun, ils se contaminent dans les restaurants. Et ça, c'est sorti dans toutes les études. Quand vous avez une dizaine d'études qui disent la même chose, Oui. en général, c'est que le point est signifiant. Alors oui. Mais je vais reprendre Oui, ça. oui. Alors, quand il y a une dizaine d'études qui disent quelque chose, c'est que c'est vrai. C'est que c'est signifiant, significatif en tout cas. D'accord. Il y a 242 études qui disent que l'hydroxychloroquine a un effet. C'est vrai aussi, du coup, ou pas? Parce que Alors on zappe sur 242, l'hydroxychloroquine. Ah non, c'est une question Bah non, mais c'est intéressant. La question est de bonne guerre. C'est- En c'est fait, pas en bonne fait, guerre. j'en C'est sais de bonne bonne guerre. guerre. La question est de bonne En guerre. fait, j'en Bonne sais guerre. rien parce que moi, j'ai pas suivi au-delà des 11 essais thérapeutiques randomisés qui ont été faits sur l'hydroxychloroquine, qui ont tous été négatifs. J'ai arrêté de suivre la littérature sur là, c'est l'hydroxychloroquine. 242, c'est pas 11. En fait, vous savez, quand une drogue est développée, vous avez un certain nombre d'évidences et il y a une décision qui est prise. Moi, je me suis arrêté au moment où l'intégralité des gens qui ont vu les données, et moi compris, ont dit ça n'a pas l'air de marcher. Après, je sais qu'on a continué, en fait, il y a une équipe qui a continué un peu toute seule, j'ai l'impression, à sortir plein de choses sur l'hydroxychloroquine, mais en fait, les gens s'en sont désintéressés, et moi compris. Ça ne m'intéresse pas de faire le service après-vente de l'hydroxychloroquine. C'est la drogue qui a été la plus étudiée dans tout le Covid, mais de loin, de très très loin. Donc on ne peut pas dire qu'elle ait eu un traitement en sa défaveur, puisqu'elle a été ultra étudiée. Elle est rentrée dans les recommandations de tous les pays. Tous les pays les ont abandonnés après avoir regardé les études sérieuses. Donc maintenant, on peut faire une théorie du complot Oui, mais anti-chloroquine qui serait argumentée par l'industrie pharmaceutique, dont je serais d'ailleurs un VRP payé en sous-main. Non, Ça, c'est c'est possible. pas vrai, On c'est peut aller pas- là-dessus. Mais je pense qu'encore une fois, il y a plein d'autres Non, choses mais je intéressantes. serais prêt à discuter. douter, mais c'est pas vrai. Je Vous l'ai n'êtes pas pas dit. un VRP de l'industrie Pardon Je ne pharmaceutique. l'ai pas dit. Non, en plus, Ah oui, non, mais- non, mais en plus, je veux faire un point là-dessus. Personne parce que n'a besoin de toi quiconque dirait que Martin Blachier est un VRP de l'industrie pharmaceutique aurait tort. Je peux le dire devant les caméras sans problème. J'ai fait mes devoirs avant de venir. Il a été déclaré dans une autre émission que Martin Blachier n'avait pas de conflit d'intérêt, que des liens d'intérêt. J'aime pas cette phrase d'habitude, mais pour le coup, je dois dire que dans le cas de Martin Blachier, c'est vrai. Sans arrière-pensée, sans quoi que ce soit. C'est vrai. C'est-à-dire, quand on a d'un côté un Deray, comment il s'appelle? Quel est son Gilbert. prénom? Gilbert de son petit nom. Quand on a oui, néphrologue, tout à fait. Quand on a d'un côté un Gilbert Deray qui, lui, c'est plutôt de l'ordre de sommes à 6 chiffres qui touchent des cabinets pharmaceutiques, des compagnies pharmaceutiques. Quand on a de l'autre côté une Karine Lacombe qui, pareil, c'est de l'ordre de ses déclarations, en tout cas d'intérêt, sont de l'ordre de 6 chiffres. En nom propre, Martin Blachier n'a jamais rien touché des laboratoires de près ou de loin, en tout cas à ma connaissance. Après, je suis pas allé sonder les cœurs et les reins de tout le monde. Et sa société elle-même n'a pas touché beaucoup. Voilà. Bon, et puis dans le cadre de On l'exercice travaille de avec sa l'industrie, société- non, voilà. mais de toute Mais- façon, c'est très clair, tout est publié sur D'ailleurs, Internet. qu'est-ce qu'il en est juste, Martin Blachier, parce que c'est quand même une question que beaucoup de gens se posent. Je ne vous demande pas de nous décliner tout votre business, bien entendu, mais est-ce que vous pouvez juste expliquer, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez juste nous expliquer en 2 secondes, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, justement, quel est votre degré d'implication vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique? Qu'est-ce que vous Je vais faites? répondre à ça, je réponds juste sur l'hydroxychloroquine, après j'y réponds, D'accord. mais sachez qu'il y a quand même 2 journalistes du Monde, des décodeurs, qui ont enquêté sur une entreprise pendant 2 semaines, qui ont appelé toutes les anciennes personnes qui étaient chez moi, mes clients, tous mes collaborateurs scientifiques, qui ont fait un article, donc les gens peuvent le lire, ils sauront de manière très précise ce qu'il en est. Et je peux vous répondre après ça. Sur l'hydroxychloroquine,
Moi, quand j'ai étudié au début les mécanismes qui pouvaient marcher sur la Covid-19, l'hydroxychloroquine était un des trucs qui était sorti en tête parce que potentiellement, il empêchait effectivement le virus de se fixer sur son récepteur sur la cellule humaine. Tout le monde a été intéressé par ce mécanisme, qui d'ailleurs n'a pas été trouvé par Didier Raoult, qui était issu d'études précliniques chinoises qu'il a récupérées, il a développé l'hydroxychloroquine. Tout le monde y a cru parce que c'était malin. Les Américains, tous les pays, ils ne sont pas foncés juste parce que c'était Didier Raoult, hein, contrairement à ce qu'on peut présenter. Les gens se sont dit, c'est vrai, le mécanisme, il est intéressant. Moi, j'avais discuté avec des scientifiques de préclinique qui me disaient, c'est une des pistes intéressantes. On a essayé, ça n'a pas forcément suffisamment marché pour qu'on le retienne dans l'arsenal thérapeutique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas peut-être certaines sous-populations, quand il est utilisé d'une manière extrêmement sur certains patients, où on voit un petit effet. Je ne dis pas le contraire. Je dis que globalement, ça n'a pas été retenu. C'est quand même un scoop. Martin Blachey ne Non, pense mais pas non, complètement du mal mais de vous la savez, chloroquine. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis que c'était une bonne idée. Voilà. Mais de toute façon, la chloroquine, c'est pas Didier Raoult. Je veux dire, il n'a pas inventé la chloroquine. Il faut arrêter de faire de ce Il le type prétend pas non plus, plus. hein. Voilà. Je crois pas qu'il Il le n'a pas. prétend. Non, mais il n'a pas Il inventé. le prétend pas. Il n'a pas inventé la chloroquine. C'est pas le premier à avoir eu l'idée de l'utiliser dans la Covid-19. Après, il a fait un certain nombre d'études. Pas que lui d'ailleurs, dans plein d'autres pays. Il y a eu un consensus scientifique pour dire qu'il ne fallait pas le retenir. Lui, il en a fait une histoire personnelle. C'est quelque chose de complètement différent. Après, ce qui ne veut pas dire que dans les millions d'attaques qui ont été compilées sur l'hydroxychloroquine, parce que tout le monde s'est excité sur cette hydroxychloroquine, il n'y a pas quelques sous-groupes où on a trouvé que c'était intéressant. Voilà. Je voudrais essayer d'ouvrir Ouvre. le débat d'une façon plus générale. J'aimerais avoir votre avis, peut-être, si vous me permettez, à chacun, sur un peu ce que cette crise a révélé. Je m'explique, ma question a un sens. Il y a quand même eu une forme d'hystérie dans cette crise, on est d'accord. Je veux dire, on est d'accord que là, il s'est passé un truc quand même. Il s'est passé un truc parce que les médias en ont peut-être ajouté, parce que certains en ont profité pour prendre la lumière, parce que ce que vous voulez, mais il y a plein de raisons. Mais déjà, est-ce qu'on est d'accord sur le constat? Est-ce qu'il y a eu une hystérisation tout au long de cette année? Est-ce que là, tout à coup, on a l'impression que... Enfin, je veux dire, j'espère qu'on ne sera jamais confronté à une épidémie un peu plus sérieuse, parce que si jamais Ebola nous tombe dessus, je ne sais pas ce que ça va donner. On a atteint le degré... Ça ne donnera pas ça, parce qu'en fait, c'est très différent, Ebola. On sera mort, oui, je suis d'accord. Voilà, exactement. C'est ça. Ça ne peut pas progresser autant, Ebola. Mais ce que je veux dire, et surtout si on le gère comme on l'a géré, mais ce que je veux dire, c'est que, quand même, là, on est d'accord pour dire qu'il s'est passé un truc, là? Qu'il y a un moment donné, il y a un câble qui a sauté, là, dans la société, ou on n'est pas d'accord là-dessus? Est-ce qu'un câble a lâché ou pas? Bon, on sait en sciences cognitives que l'être humain n'est pas rationnel. Bon. On sait tout autant en sciences cognitives que même les scientifiques peuvent être irrationnels. On a plein de cas. Bourdieu a fait un bouquin gros comme ça, qui s'appelle Homo Academicus, où il a étudié dans les années 80, et c'était pas du tout dans un cadre de crise, hein, c'était les irrationalités régulières du monde académique. Bon, mais c'est vieux, hein. Je veux dire, même Homo Academicus, c'est les années 80. Bon. Avant, on avait eu l'expérience de Rosenan, psychiatre qui veut tester la reproductibilité de la psychiatrie. Alors, il envoie des faux patients dans des cliniques psychiatriques, il les fait jouer les syndromes de la schizophrénie, puis il leur dit, vous arrêtez de jouer, évidemment. Hein. Premier jour où vous êtes interné, vous arrêtez de jouer, puis vous regardez combien de temps il faut à la faculté pour vous faire sortir. Alors là, c'est assez horrible, c'est 18 mois. 18 mois, on a des patients. Puis alors, on a eu des trucs, des biais de confirmation, c'est-à-dire on avait des faux patients, des acteurs, qui étaient à la cafétéria en train d'aller chercher leur nourriture, et on a des internes en psychiatrie qui écoutent leur professeur leur dire, vous voyez, ça c'est un syndrome typique d'acquisition orale. Oui, ils mangent quoi, hein, ok. C'est un syndrome typique d'acquisition orale. Oui, parce que, en fait, il y avait un besoin qu'il soit malade. Bon. Le malade imaginaire. Bon, il y avait un besoin. Il ne peut pas admettre qu'on a eu tort, qu'on a interné. Alors, Rosenan, il a publié son étude dans les années 70. Évidemment, tous les services de psychiatrie des États-Unis ont immédiatement appelé en disant « ça ne serait jamais arrivé chez nous. Vous avez mis en évidence des brebis galeuses. » Bon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'ami Rosenan? Il a appelé ces gens-là, il leur a dit « très bien, on va tester. » Parce qu'après tout, en science, il faut tester. Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « je vais vous envoyer des faux patients. Dans 6 mois, je vais vous envoyer des faux patients. Et vous allez devoir me dire lesquels. » Alors, pendant 6 mois, il y a tous ces services de psychiatrie qui étaient là, pas de ça chez nous, bon. Ils font, voilà la liste. Alors, celui-là, on en est sûr, celui-là, on en est sûr, celui-là, on n'est pas 100% sûr, etc. Puis ils envoient ça à Rosenan. Et Rosenan, il dit, ah, c'est très bien, intéressant. Sauf que je vous ai envoyé personne. Et là, on a 14 services de psychiatrie qui, juste parce qu'un type avait dit, je vous ai envoyé des gens, ont vu des faux malades chez eux. C'est des gars qui ont bac plus 14, hein. C'est des psychiatres
de métier. Bac plus 14, plus 20, 30 ans de pratique clinique. Et là, pardon, on va utiliser un terme technique très reconnu en médecine. Ils ont chié dans la colle à haut débit. Bon. Et donc vous pensez que c'est ce qui nous arrive actuellement? J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est possible. J'ai dit que non seulement c'est possible, mais qu'en plus c'est possible sur des petits échantillons. Ce qu'il a fait Rosenhan, c'est pas à l'échelle d'une nation. C'est pas à l'échelle d'un continent. Et donc, pour conclure. J'ai vu de l'irrationalité. Voilà, j'ai vu de l'irrationalité. Que ce soit sur le Lancet Gate où on a une actrice porno qui fait la promotion d'une fausse étude. Hein. C'était une falsification. Bon, c'était une escroquerie, cette étude. Mais elle a servi de base à Olivier Véran quand il a décidé d'interdire la chloroquine. C'était ça le consensus la servi de base scientifique. seulement Olivier Véran, pour le coup. La servi de base... Il y a une série d'études... de gens, oui, bon. Voilà. Bon, donc Pas voilà, que d'un côté, Oui, finalement, pour conclure, et enfin, encore une fois, laisser la parole à mon honorable collègue, fondamentalement, l'irrationalité, même dans les cercles informés, même dans les cercles qui sont censés être le rempart de l'humanité contre l'irrationalité, ça existe, ça a existé par le passé. Moi, honnêtement, parce que je suis pessimiste, tendance Gainsbourg-Bogart, j'ai la faiblesse de penser que ça va continuer à exister. Sur la crise, de manière générale, est-ce que quand il y a un phénomène comme ça, c'est pas normal qu'il y ait une part d'hystérisation? Je veux dire, quand il y a eu les attentats, je déteste faire des analogies comme ça, mais on a eu aussi une hystérisation. Il y a des hystérisations sur plein de sujets. En fait, j'ai l'impression que notre société s'hystérise sur des sujets différents, oui, et c'est pas celui-là qui a le moins mérité une certaine hystérisation. Sur les attentats. Attends, après, juste je dis un deuxième point sur les biais cognitifs, parce que je trouve ça très intéressant, les biais cognitifs. Parce que moi, il y a un biais cognitif qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est donner l'impression que tout va mal et qu'on est dans la pire période qui ait jamais existé, alors que quand on regarde toutes les données qui existent, on est dans la période la meilleure qui ait jamais existé sur à peu près tous les plans qui sont assez factuels. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un biais cognitif qui est toujours voir les choses négatives et de jamais voir les choses positives. Et ça, je me rends compte, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant dans la société et qui a peut-être un petit peu eu lieu aussi dans cette crise Covid. Alors, je voudrais juste faire une observation à ce sujet. L'exemple des attentats est bon. Et je vais revenir en arrière avec le problème du passeport sanitaire, pour vous donner mon point de vue et en tout cas poser une question derrière. Les attentats aux États-Unis, ça a fait combien? 20 000, 10 000? Lesquels? Les attentats, je dirais, notamment le World Trade Center d'un côté et Boston de l'autre. C'est quelques milliers. C'est pas beaucoup. 3 000 ou 4 000. Ouais, ça. 4 000 morts, c'est considérable, il y a eu un problème. C'est Guantanamo, c'est... Le Patriot Act. Exactement, Patriot Act. C'est la déstabilisation de toute une partie du monde. Bon. De l'autre, l'industrie pharmaceutique a poussé les opioïdes d'une manière absolument incroyable quand on y pense, en ce que, et cet exemple est intéressant, elle a quand même réussi à s'appuyer sur un réseau de médecins, sur tout le territoire, pour réussir à vendre aux patients le fait que, concrètement, il n'y avait pas d'effet secondaire notable. Je peux faire une incise là-dessus 2 secondes. Oui. C'est intéressant. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler de M. Bernays? Oui. Ouais. Non. Bernays, c'était le neveu de Freud. Et c'est... Édouard Bernays. Ouais, Édouard Bernays. D'accord. Et c'est le spécialiste mondial de l'influence. Vraiment. Ce type, il est très fort. Il est mort maintenant, mais il était très fort. Et il a un peu fondé Madison Avenue. Hein. Enfin, c'est ses héritiers qui... les Mad Men, c'était ses héritiers. Si je vous dis petit déjeuner américain, vous me dites quoi? Des œufs. Ouais, exactement, des œufs. Puis il y a quoi avec les œufs? Du bacon. Du bacon aussi, ouais. C'est pas du tout un petit déjeuner américain. Pas du tout de près ou de loin. Par contre, Bernays, il a réussi à l'installer comme une app de base dans votre tête. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il y a Apple Music quand j'achète mon iPhone, s'il y a bien un truc qui est all American, c'est les œufs au bacon. Comment il a fait ça, Bernays? Il a des clients. Il y a des clients qui vendent du porc en boîte. Qui ont dit comment on pourrait vendre plus de porc en boîte. Après tout, on a chacun les objectifs de vie qu'on peut. Et Bernays, il va chercher... Et il te consulte des médecins, c'est là que je voulais en venir. Des médecins américains, qu'on fait Harvard, qu'on fait Princeton, qu'on fait Cornell. Et il leur dit, est-ce que vous pensez qu'un petit déjeuner copieux, c'est bon pour la santé? Médecin, tout à fait, monsieur. Ce petit déjeuner copieux, c'est très bon pour la santé. Est-ce que vous êtes prêt à le signer? Mais tout à fait, monsieur, je vous le signe, un petit déjeuner copieux, c'est très bon pour la santé. Boum, 5000 médecins recommandent les œufs et le bacon, vous devriez manger ça.
En une génération, c'est le petit déjeuner américain. Il y a eu ça pour l'amiante. L'amiante, mais l'amiante, c'est pas dangereux, monsieur. Pas dangereux du tout. C'est des médecins qui l'ont dit, ça. Bon. Donc, l'influence, pour finir, parce que le fentanyl, je voulais rebondir sur ça, hein, sur le fait qu'on a les États-Unis qui ont été des dealers de drogue, et des médecins qui ont été complices d'une crise majeure, parce que le fentanyl, c'est à côté Pablo Escobar. Pardon, hein, c'est un enfant de cœur. Donc l'opioïde. Et pour, pardon, Ouais, je t'en prie. mais je suis sur ce point. Et du coup, je bascule sur ma question, c'est que... qu'ils ont été condamnés quand même, les laboratoires. Ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça, Martin. Non, mais je les défends pas, hein, mais Non, c'est juste plus compliqué pour que ça. donner toute Ils ont été l'information, condamnés. c'était Alors connu, d'abord, quand c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ils ont signé une transaction. Oui, c'est Nous, ça. on est en plein dedans. Donc, Signer une transaction. En France, ça aurait pu être fait, ça, ou pas, en tant qu'avocat Compliqué. Ouais. Compliqué. Je veux dire, très compliqué. Je veux dire, donc, premier élément. Deuxième élément, n'empêche qu'on va retrouver des acteurs de cette crise. On va retrouver Johnson & Johnson, quand même. Et on va retrouver le vaccin cabinet. aujourd'hui. On va retrouver le cabinet McKinsey. Johnson & Johnson, ça me dit quelque chose. Le vaccin Covid, bien entendu. Et donc, Non, ça me dit quelque chose. Pardonnez-moi, je voulais vraiment pas vous couper, mais ça me dit quelque chose. C'est pas ceux qui ont été condamnés à 3 milliards d'amendes dans les 10 dernières années? si, Johnson & Johnson, si, oui. C'est eux, hein. 3 milliards. On a du mal à se représenter ce chiffre. 3 milliards. Ils sont encore à l'origine d'un scandale là, sur le problème du talc. Un prof d'école, ça gagne combien par an? Pas 3 milliards. Ça gagne 30 000? Non, mais ma question avait un sens plus précis, en fait. Au-delà des caricatures, elle avait un sens précis, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans cette crise, on parlait d'hystérisation, certains qui ont profité de l'hystérisation ou qui ont instrumenté l'hystérisation? Est-ce que c'est pas un boulevard? Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une question que je me suis vraiment posée sur cette histoire de pourquoi on parle toujours des choses négatives et pourquoi on a réussi, alors que tout s'améliore finalement dans la vie des gens, des milliards de gens qui sortent de la pauvreté, on n'a jamais vécu aussi longtemps, on mange beaucoup mieux, on guérit énormément de maladies, on a de plus en plus de temps pour les loisirs et les gens ont l'impression que ça va très mal. Et en fait, j'ai entendu justement un psychologue qui a raconté ça et qui disait, il prenait un exemple très simple, il disait, si votre patron vous reçoit et que pendant 55 minutes, il va vous faire des compliments, donc c'est extrêmement bien le travail que vous avez fait, mais que pendant 3 minutes, à la fin, il va vous faire des reproches, pendant 48 heures après, vous n'allez penser qu'aux 3 minutes où vous avez fait les 3-4 reproches. Et je pense que ce qui s'est passé aussi je fais que des reproches. pendant cette crise du Covid, c'est qu'en fait, un certain nombre de gens qui ont parlé de la crise se sont rendus compte, mais je pense de façon inconsciente, qu'ils avaient beaucoup plus d'impact quand ils envoyaient un message grave. Ah oui. Et je pense que du coup, inconsciemment, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est addictif le fait de vouloir aller dans les médias. Et donc en fait, vous faites exprès de passer un message grave et négatif parce que vous voulez qu'on continue. Vous voulez continuer À vous inviter? à vous inviter et aussi avoir de l'influence. Vous sentez que vous avez de l'influence, vous sentez que vous avez du poids. Et Oui. je pense, et c'est intéressant parce que c'est pas que sur la crise Covid qui va se terminer, mais il y aura d'autres cas où en fait des commentateurs, juste pour exister, vont envoyer un message grave et négatif parce que c'est comme ça qu'ils impactent. On impacte tellement plus avec quelque chose de négatif et de grave, et ils s'impactent eux-mêmes. Oui, Donc je pense que c'est un espèce de phénomène inconscient qui fait qu'on va dans la gravité. Je suis d'accord, mais alors... Plus que dans l'hystérie d'ailleurs. Parce que ces gens-là ne sont pas hystériques sur les plateaux. Martin, quand on confine une planète en entier, qu'on vient m'expliquer, enfin pardon, hein, mais je veux pas être chiant, mais quand même, d'un côté on nous explique qu'il faut avoir des études randomisées double aveugle sur tout, de l'autre, il y a un mec, un jour, il y a un Chinois qui a décidé de confiner une partie de la Chine, et tout le monde derrière confine sans se poser de question de savoir si ce truc-là marche ou pas. Le CDC américain n'en avait jamais parlé, mais ma question a un sens plus précis, c'est que ce que je veux dire, c'est que je suis complètement d'accord sur la question de l'influence, etc., négative, mais osons la question directement. Est-ce que cette crise n'a pas profité de manière extraordinaire à l'industrie pharmaceutique? Non, ça, j'y crois pas du tout. Déjà, il faut savoir une chose. Il faut regarder la bourse. Financier, Regardons les indices financiers. Il y a des grands spécialistes de la bourse sur les laboratoires pharmaceutiques qui disent que la crise n'a pas particulièrement profité à l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, le cours de Pfizer, il n'a pas particulièrement explosé, alors que c'est quand même le laboratoire qui vend le vaccin qui est le plus utilisé dans le monde. Aux États-Unis, ils n'utilisent quasiment que le Pfizer et le Moderna. Donc, et l'industrie pharmaceutique fait beaucoup plus d'argent avec d'autres thérapeutiques. Et en plus, cette crise a mis à mal tout le système financier international. Elle va coûter extrêmement cher. Donc je ne sais même pas si jamais c'était l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas le meilleur coup qu'elle ait à faire
pour gagner beaucoup d'argent. Attendez. Vous avez des millions de vaccins Pfizer qui sont vendus actuellement dans le monde. Vous n'allez pas quand même nier le fait qu'ils vont augmenter leur chiffre d'affaires quand même. Regardez ce que fait Pfizer avec le Gilead. Viagra et regardez ce que fait Pfizer avec le vaccin ARN messager. On a une fausse idée. Et Pfizer, en plus, avait un deal avec BioNTech. Et c'est pas Pfizer qui s'est particulièrement enrichi. Moi, je connais très bien quelqu'un qui travaille au top niveau aux États-Unis sur Pfizer. Et je peux vous garantir que le PDG de Pfizer, qui est un grec, quand il est allé là-dessus, c'était pas sur des considérations financières. L'idée de Pfizer, c'était d'être un game changer et de faire en sorte que Pfizer marque avec son image la planète comme le sauveur américain de la planète. Donc il y a eu finalement assez peu de considérations financières. En plus, l'État américain a énormément investi, donc du coup les laboratoires ne s'enrichissent pas tant que ça. Donc je ne pense pas que ce soit l'industrie pharmaceutique n'ait aucun rapport avec la réaction des États. Je pense que les États ont eu des réactions importantes parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation à laquelle ils ne s'étaient jamais attendus. C'est d'être en mesure de refuser des soins à des gens qui en avaient besoin, comme ce qu'on voit dans certains pays en ce moment. Alors, je pense que jamais un décideur politique n'avait anticipé de devoir faire ce type de choix. Et donc, du coup, la réaction a été le confinement strict. C'est une question qu'on n'avait jamais étudiée. Effectivement, on aurait dû être moins strict au fil du temps après être sorti de cet effet de panique. Ça, Imaginons que les compagnies pharmaceutiques ne soient pas intéressées par l'argent. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Non, mais qu'en tout cas, elles n'aient pas eu de bénéfices que Pfizer, par exemple, aurait fait pour son image, pour être sauveur du monde. Bon. Et derrière ça, évidemment, le fait d'avoir une excellente image de sauveur du monde n'est, comme chacun sait, pas monétisable. Bon, mais là, j'ai le cours en bourse de Moderna. Voilà. Donc ça, c'est le cours en bourse de Moderna sur un an. On l'affichera à l'écran si nécessaire. Alors en fait, si jamais on regarde le cours en bourse de Moderna sur un an, ça nous fait quand même du 157%. Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, les grandes années, il fait 45. Moderna fait 157. Donc oui, évidemment qu'il y a des opportunités. Et on a le Viagra d'un côté, mais c'est pas la même assiette. C'est pas la même assiette. Puis en plus, le brevet du Viagra, il va bientôt expirer, si c'est pas déjà le cas. Du Viagra générique, il y en a déjà. Donc, un vaccin, c'est pas le même délire. Un vaccin, c'est un abonnement. Et je le sais d'autant plus que je me suis abonné, moi, pour les vaccins contre la grippe, comme je vous le disais. J'essaie de faire parler ma modeste expérience. C'est-à-dire, je me suis fait vacciner contre la grippe, j'ai eu des réactions absolument catastrophiques, et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai chopé la grippe quand même. Ça m'a fait réfléchir, parce que quand j'étais avec 42 fièvres, et que ma conférence était annulée parce que j'étais pas du tout en état, alors que j'avais bien pris soin de me faire vacciner, je me suis médité 2 secondes. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'un choc anaphylactique, ce qui, en ce qui me concerne, était le cas. J'insiste pour dire que c'est pas le cas pour tout le monde. Bon, tout le monde n'a pas mon terrain allergique. Mais en tout cas, ça m'a fait méditer. Bon. Mais un vaccin, surtout pour le coronavirus, surtout pour le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère, va falloir le renouveler. Vous pouvez en être absolument sûr. Un vaccin pour le SARS-CoV-2 qui dure 5 ans, en l'état actuel des connaissances, c'est totalement inenvisageable. À partir de quoi ? Vous allez avoir une dose tous les N temps. Tous les 6 mois, en l'occurrence. C'est ce qui Peut-être qu'on fera mieux. Moi, je crois au progrès. Je veux bien croire qu'on fera mieux. C'est quoi votre postulat, juste sur l'industrie pharmaceutique et Je n'ai pas de postulat. Moi, ça m'intéresse de savoir. Je n'ai pas de postulat. Pas explorer de... Il n'y a aucun postulat, là. Il y a juste des observations et quelqu'un qui essaie de comprendre ce monde de plus en plus complexe. Bon. Un vaccin qui peut se vendre tous les 6 mois, même en admettant que ce ne soit pas très cher la dose, un abonnement Netflix, ça coûte combien ? Ça coûte 9 balles. 15 € par mois, je crois. Ça coûte 15 € par mois. Bon, voilà. Beaucoup trop cher. Ça dépend, parce que c'est pour 5 ou 6 personnes. Vous avez un abonnement Netflix, je crois que tu as des enfants, et tous tes enfants peuvent regarder. Donc pour 15 € par mois, toute ta famille peut en profiter de ton abonnement. Donc en gros, un abonnement Netflix et le vaccin, ça coûte plus ou moins le même prix. Puisque 15 € par mois, certes, le vaccin ne coûte pas ce prix-là, mais toute ta famille peut en bénéficier. C'est quoi, c'est 24 ou 25 € la dose de vaccin Ça dépend du vaccin. C'est un peu moins. Entre 18 et 24. 18 et 24. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut y avoir des augmentations de prix ultérieures, après tout, c'est envisageable. Mais même en admettant ça, Netflix aujourd'hui vaut 500 milliards en bourse. 500 milliards en bourse. Total, ça vaut 120. Et Netflix vaut 500 milliards en bourse parce qu'il y a une partie de la population qui paye 15 balles par mois.
Est-ce que vous imaginez combien vous pouvez valoir si vous avez une partie de la population qui, n'en doutez pas, seul traître instant, sera plus grande que l'assiette des gens qui vont sur Netflix? Parce que quand votre vie est en danger, a priori, il y a plus de gens qui vont être préoccupés du sujet que de pouvoir regarder la nouvelle saison de Narcos. Bon. Combien peut valoir une compagnie pharmaceutique qui sortirait quelque chose qui serait facturé le même prix qu'un abonnement Netflix? Sensiblement la même chose. De là à croire que les compagnies pharmaceutiques n'envisagent pas une seule seconde de faire ça pour l'argent, je conclus là-dessus, j'ai des doutes. Bon, d'accord. Donc, est-ce que parce qu'une entreprise veut gagner de l'argent, c'est elle qui a créé la crise Covid-19? Et Je trouve j'ai que pas dit le que pont- personne a Non, dit mais ça. Non, ce qu'on dit, c'est que l'occasion fait le larron, c'est tout. Même Mais ce pas, qu'on moi j'ai dit- même pas dit ça. Regarde, moi je le dis. Bon. Mais ce qu'on dit également, c'est que, pardon, avant de te laisser répondre, mais quand même, lorsqu'effectivement on me parle aujourd'hui de vacciner 51 millions de personnes en France et que tu as concrètement des vaccinations qui sont prévues à partir de l'âge de 6 mois contre le Covid, ou tu te fous de ma gueule, ou le mec qui a pondu ça se fout de ma gueule, ou il a un intérêt économique derrière. Et j'espère qu'il est suffisamment intelligent Fabrice, pour un intérêt tu économique. penses vraiment qu'un laboratoire pharmaceutique est suffisamment puissant pour encourager chaque État du monde de faire vacciner, Oui. par exemple, les plus jeunes? Oui. Alors, non mais... Comment il y arrive alors? Alors là, il faut que je réponde. Comment il y arrive? Pour le Non, coup. non, mais Bah, faut il y arrive. m'expliquer. Moi, Non, je- mais est-ce que tu Vas-y, me, est-ce que vas-y, tu me vas-y. permets de répondre? Je vous ai parlé juste avant du cas d'un mec seul qui a imposé à tous les United States of America d'avoir les œufs au bacon comme petit-déj familial sur 3 générations. Et ça continue aujourd'hui. Et je vous parle d'un mec seul qui a aussi imposé la fluoridation de l'eau, mais plein d'autres trucs en fait. Bon. Donc un type seul, j'insiste seul, si un type seul a pu faire ça, une compagnie pharmaceutique qui pèse aujourd'hui autour de 50 milliards en bourse, c'est le cas de Moderna. Est-ce que le fait de peser 50 milliards en market cap va être un handicap? Est-ce qu'une société qui pèse 50 milliards par rapport à un mec seul est avantagée? En fait, ce que vous dit Idriss, c'est que dans un contexte de peur, particulièrement, où tout le monde parce que on s'en rappelle tous, hein, début 2020, au début, Eric Combe disait voilà, c'est une grippette, machin, ça risque rien, voilà. Et puis finalement, en fait, d'un seul coup, on s'est rendu compte que c'était un peu plus qu'une grippette. Michel Simès aussi. Voilà, et finalement, on a eu très peur, je pense. Et dans un contexte comme celui-là, où vous avez en plus vous connaissez très bien le sujet, vous avez des opinion leaders, hein, comme on appelle ça dans l'influence, c'est-à-dire des gens qui sont rémunérés par des entreprises pour effectuer toute une série de missions, qui viennent sur des plateaux télé pour défendre certaines opinions. On peut se poser la question. Je vais être très concret. Le dernier qui a dit qu'il fallait vacciner les enfants, c'est pas moi, parce que pour l'instant, je ne m'exprimerai pas là-dessus. Je suis plutôt pas sur cette ligne-là. C'est Rémi Salomon. Rémi Salomon, la PHP. Qui est plus blanc que blanc, qui est un médecin réanimateur de la PHP, plutôt de gauche. Vous pensez vraiment que lui, son souci, c'est de faire en sorte que Pfizer gagne plus d'argent? Alors, j'ai utilisé un terme, encore une fois, mon éloquence doit vraiment être proche de zéro, parce que je croyais que mon point avait été assez clair. C'est pour refaire les œufs au bacon, c'est bon. Hein. Oui, crois que mais j'ai entendu en 3 fait, fois, j'ai compris. dans le cas des œufs et du bacon, on parlait pas du tout de clé de bras, Ça marche. on parlait d'influence. Bon. Et l'influence et la clé de bras, c'est pas du tout la même Alors, chose. expliquez-moi comment a été l'influence. Alors j'ai une Voilà, question. dites-moi des choses Non, concrètes. la question que je me pose et que je vous pose du coup, Moi, je aux peux y deux répondre. d'ailleurs, c'est à quoi servent les 10 à 15 millions d'euros que chaque année l'industrie pharmaceutique dépense en lobbying auprès de l'Agence européenne du médicament? C'est À quoi une ça sert? bonne Pas des question. millions, ça doit être plus que ça. Alors, si je peux me permettre, parce que là, je pense que je peux apporter quelque chose, puisque mes études et ma première expérience professionnelle, c'est l'influence. Donc, il se trouve que je peux vous expliquer. En l'occurrence, à quoi sert ce budget? Quand vous voulez être influent, vous créez de la connaissance, dans un premier temps, sur n'importe quel sujet. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des équipes, et ce n'est pas que les labos, hein, c'est toutes les industries confondues, qui sont en capacité, en fait, de créer des modèles, par exemple des modèles scientifiques, qui disent qu'ils ont envie qu'ils disent. Et ces modèles, ils sont tellement complexes, tellement bien faits, qu'à moins d'avoir une équipe d'irréductible, complètement, incorruptible, c'est justement vous là où pouvez je- pas non, mais voir. c'est justement là où je voulais Vous pouvez vous pas mettre. voir Donc, les ça veut erreurs. dire quoi? Ça veut dire que les types comme Rémi Salomon sont trop bêtes pour être capables Non. de regarder ils n'ont avec pas les critique moyens.
ce qui va leur être envoyé par l'industrie Ce ne pharmaceutique. sont pas les moyens. En fait, je vous donne un exemple. Attendez, je vous donne un exemple. Donc nos experts sont trop nuls pour contrecarrer la science qui leur est envoyée par la pharma. Moi, Ça, c'est intéressant comme débat. Peut-être. Je ne statuerai pas dessus, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est. Ah non, moi. Je vous montre avec un autre exemple, l'exemple fiscal. En fait, vous êtes Coca-Cola, par exemple, vous avez une armée de fiscalistes, les tops du monde, des meilleurs cabinets, bah, c'est ça qui vous permet de faire de l'évasion fiscale. Et bien là, c'est la même chose. Bien. En fait, vous avez les tops scientifiques, vous avez je sais pas si je peux le C'est citer. qui les tops scientifiques Je pense C'est à pas Rémi quelqu'un. Salomon, Non, du mais coup, je vais vous c'est donner qui un exemple. Non, pas lui. Vous avez Jean-Pierre Changeux, excusez-moi, qui D'accord, est un des meilleurs scientifiques français. Hein. Il s'est fait coincer les doigts dans la confiture en 2012 parce qu'il avait eu de l'argent de l'industrie du tabac. Jean-Pierre Changeux, là, au début de l'année dernière, il a pondu un article en expliquant le rationnel scientifique qui avait à tester la nicotine contre la Covid-19. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'était intéressant, ouais, ce qu'il avait fait. Ouais, C'était, et ben, en l'occurrence, la PHP a testé la nicotine. Et vous avez, suite à ça, et c'est là où il y a eu quand même un succès d'opération de communication, vous avez eu quand même pendant des mois des gens qui du coup ont pu dire ah bah finalement fumer ça protège de la Covid-19. Dont beaucoup de gens de la PHP. Bah, vous vous rendez compte? Donc c'est ça Parce que moi l'influence. j'ai un ami qui a regardé dans les données de la PHP qui a contredit ça en disant que c'était l'inverse, que le tabac aggravait les formes de la Ce qui est Covid-19. intéressant, il y a une question qui est pour vous deux finalement à un moment donné. Si on sort 10 secondes de la caricature, ce qui me dérange dans ce débat, c'est que, au fond, il ne s'agit pas d'un côté de se dire on a un gouvernement qui veut nous priver de liberté. Ce qui est évidemment faux. Alors, Ça n'a aucun évidemment, intérêt je sais pour pas si lui. j'irai C'était jusque-là. peut-être le cas du gouvernement on chinois, va dire mais que je ça pense pas que ce pourrait soit le cas du paraître. On dirait que on pourrait. Supposons que ça soit faux. Voilà, admettons ça comme ça. Mais de là à dire que c'est évident que ça soit faux, j'irai pas jusque-là. Mais premier élément. Deuxième élément, je suis surpris. C'est-à-dire que qu'est-ce qui dérange à l'idée de se dire qu'aujourd'hui la crise a profité à l'industrie pharmaceutique qui a vendu le remdesivir qui sert à rien, maintenant on le sait, qui effectivement teste tout ce qui est testable de manière comme elle peut, et qui aujourd'hui profite de l'aubaine des vaccins sur lesquels on n'a quand même qu'une AMM conditionnelle. Tu sais, Fabrice, pour c'est qui a le plus profité de la crise du Covid-19 ? Les laboratoires d'analyse médicale. l'instant. Bah, ça, Et c'est alors eux, ça n'a le plus- aucune commune mesure. Le plus, j'en sais rien. Ah, mais- Parce qu'en plus, eux, ils n'ont pas pris de risque, ils n'ont pas essayé, ils n'ont pas développé des choses extraordinaires. Hein. Ils ont juste acheté des machines et ils ont fait 2,6 milliards de PCR en France. Donc là, j'ai cité le cas de Moderna, qui pèse 50 milliards en bourse après avoir fait 150%. Ça signifie donc que Moderna a pris 25 milliards dans l'année. 25 milliards, c'est supérieur ou c'est inférieur à 2 milliards? Rappelez-moi. Non, mais c'est pour la France, 2,5 milliards. Voilà, c'était pour les États-Unis. Bon. Non, c'est pas ça, c'est différent. Entre développer un vaccin pour le monde entier et faire 2,6 milliards de PCR juste pour la France, alors que vous n'avez rien développé, C'est quand vrai. même 10%. Hein. Alors, c'est vrai. Et en plus, c'est une plateforme ARN qui n'est pas que pour la Covid. Hein. C'est une plateforme ARN qui va développer des. Non, mais c'est tout à Ils fait font un vrai. vaccin contre le sida d'ailleurs C'est aussi. tout à fait- non, vous avez tout à fait raison. Une seule entreprise qui fait 25 milliards, c'est différent. Il y a combien de laboratoires d'analyse en France? Beaucoup. Trois gros groupes. Je vais aller plus loin. Donc pour l'instant, on a d'un côté une société qui a fait 25 milliards, et de l'autre, on a un grand nombre de sociétés, je reprends tes termes Fabrice, Donc, beaucoup de trois grands sociétés qui ont fait 2 milliards. Bon, donc on a 2 milliards divisé par N, et on a 25 milliards divisé par 1. Bon. Après, on peut comparer, mais je veux dire, à moins que N soit inférieur à 0, mathématiquement, pareil, mon niveau de mathématiques n'est pas très bon, mais à moins que N soit inférieur à 0, a priori, il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est pas fini. Je parlais récemment avec Éric Chabrière, pour qui j'ai énormément d'estime comme professeur de biochimie, qui me faisait part du fait qu'au début, l'IHU de Marseille a testé énormément. Je crois que c'est un dossier que tu maîtrises bien. Au début de l'épidémie, aucune entité en France n'a autant testé que l'IHU. Oui. On peut dire ça. C'était 25% des tests. L'IHU, qui a représenté 25% des tests de France, et qui, pour connaître un petit peu le dossier, allait chercher des réactifs, des écouvillons, les mecs grattaient des cotons-tiges, etc., pour pouvoir faire des PCR, ils n'ont pas gagné un centime dans cette opération. Donc il y a un truc qui ne va pas. Si faire des tests en grande quantité, c'est lucratif, Ouais, enfin. en tout cas, si c'est un C'est bénéfice. lucratif. Non, mais si c'est un bénéfice, pour l'IHU, ça ne l'a pas été. Je ne sais pas si pour les HU ça l'a été ou C'est pas. rien. Mais ce que je sais, c'est que pour les Dire ça, que l'IHU a rien mais pour les gagné labos, ça encore. l'a été. On peut En tout cas, difficilement. alors là, il y a quand même une question qui est parfaite pour vous, Martin Blachier, puisque je crois que vous aviez un tout petit peu râlé contre la difficulté à distribuer les autotests. Ouais.
Il me semble que là, on a un tout petit exemple justement de problème d'influence. Pourquoi est-ce que ça a été si difficile, selon vous, de distribuer les autotests dans la grande distribution? Ce serait pas à cause des laboratoires d'analyse par hasard? Bah, il est évident que ce n'était pas dans leur intérêt. J'ai pas de preuves, hein, donc je préfère le dire tout de suite. Il n'en demeure pas que ce n'est pas dans l'intérêt, ça c'est vrai. Voilà, il y a eu un faisceau d'arguments qui m'ont laissé penser quand même qu'une certaine pression était exercée pour pas que ces autotests arrivent en France. Et encore une fois, je dis, ça n'est pas arrivé qu'en France. Dans tous les pays où les autotests ont essayé de pousser, il y a eu un front opposé des laboratoires d'analyse médicale qui ont dit que c'était des très mauvais tests, que l'antigénique c'était très mauvais, qu'il fallait faire que de la PCR. On a pris un certain retard, parce qu'effectivement on aurait pu l'utiliser plus abondamment, mais après il y a d'autres questions. De toute façon, on n'avait pas forcément suffisamment de production pour faire une stratégie d'autotest de masse. Mais là, effectivement, on a eu, je pense, des gens qui avaient vraiment compris que la PCR était un très bon filon et qui ont tout fait pour d'abord freiner l'antigénique en pharmacie. Et ensuite, c'est assez drôle parce que ceux qui avaient été freinés, c'est-à-dire les pharmaciens, ont eux-mêmes freiné les autotests en supermarché. Ce qui prouve qu'en fait, vous avez des... Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que ça montre, ça dédiabolise un petit peu. C'est-à-dire que les conflits d'intérêts, ils sont partout. Surtout dans des situations, dans des sociétés très matures comme les nôtres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des grands groupes qui ont des conflits d'intérêts. Vous savez, tout le monde a des conflits d'intérêts. Parce que les gens, quand c'est des petits acteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une corporation. Et d'ailleurs, les corporations, en général, sont bien plus fortes pour défendre leurs intérêts que les grands groupes, parce qu'ils bénéficient d'une image. Et en plus, comme elles sont très nombreuses, elles ont une capacité de nuisance qui est beaucoup plus importante. Oui, mais alors là où il y a quand même une grosse question que ça pose, c'est que c'est pas seulement une histoire d'argent, c'est que ça devient problématique quand c'est dans un secteur comme la santé ou la connaissance qu'en fait ces conflits d'intérêts s'exercent. Et j'ai un exemple très concret à vous donner, parce que j'ai l'esprit d'escalier, le confinement, Oui. typiquement. Ce confinement, il y a des gens qui sont contre en France, et des gens de très haut niveau. Je pense à Franck Chauvin, président du HSCP. Quel confinement ? Le confinement comme méthode de gestion de l'épidémie. Il est contre depuis quand ? En tout cas, il a fait des déclarations, je ne sais plus si c'est à BFM, je crois, où il disait que le confinement, c'était contre le serment d'Hippocrate, quand même. C'est des trucs, on avait l'impression de lire l'IHU. Voilà. Bon. Donc, vous avez Franck Chauvin. Vous avez Alice Desbioles aussi, du HSCP, qui n'est pas très favorable. Bien, hein. Voilà. Et bien, ces gens, quand ils ont osé ouvrir la bouche pour dire ça, ils se sont fait harceler sur les réseaux sociaux, ils se sont fait attaquer par leurs collègues. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vous savez, moi je suis appelé le rassuriste de la troisième vague. Donc je sais ce que c'est que de s'exprimer contre le confinement. Et je peux vous garantir que tout ce qui va sortir dans les prochains mois va montrer que le confinement était une très mauvaise idée. Et ça n'a pas empêché que j'ai été pour le confinement en mars-avril. Et que quand ça rebondit très très fort en novembre, j'ai dit qu'il fallait... Alors moi, j'ai toujours été pour un confinement sélectif des gens qui risquaient quelque chose pour la batte, des personnes à risque. Bon, mais j'ai quand même encore dit que c'était la solution. Après, quand il y a eu ce qu'on a su sur l'aérosolisation, quand on a commencé à avoir les lieux de contamination, quand on a commencé à savoir tous les effets indésirables du confinement, j'ai un petit peu adapté mon discours. Et c'est ce qui a conduit à faire un confinement hybride qui a aussi très bien marché sur la troisième fois, ce qui prouve qu'on a appris en marchant. Revenons à la base. Comment se transmet un virus ? Il se transmet d'une personne à l'autre. Quand tu ne sais rien sur ce virus, la seule manière que tu as d'empêcher qu'il aille d'une personne à l'autre, c'est d'éviter que ces personnes se fréquentent. Oui. Donc tu fais quelque chose de simplissime, tu dis arrêtez de vous voir. Et comme tu n'arrives pas à contrôler les gens, tu dis restez chez vous. C'est bête comme bonjour, et c'est comme ça que ça se passe. Après, tu en apprends un petit peu plus sur le virus. La réalité, c'est qu'en novembre, on savait déjà sur l'aérosolisation. Et que la transmission manuportée d'un virus respiratoire, nous, on avait regardé, on avait déjà beaucoup de données qui montraient que c'était quand même relativement bancal. Et cette histoire de masque. Mais peu importe. Tu évolues, le masque, on ne le savait pas. Parce que lors du premier confinement, on ne savait même pas s'il fallait porter des masques. On était beaucoup trop immatures pour faire autre chose que le confinement. Le problème qu'on a, c'est quand la connaissance évolue, pourquoi il y a encore des gens, aujourd'hui, qui réclament un confinement strict. Moi, ce que je trouve grave, c'est qu'il y ait des gens qui osent aujourd'hui aller sur les plateaux télé et réclamer un confinement strict. Alors qu'on est quand même sorti des études aujourd'hui qui montrent qu'effectivement, ça ne respecte pas le serment d'Hippocrate parce que c'est ne pas nuire. Or, très probablement que ce confinement nuit plus qu'il a sauvé de gens du Covid. Et ça, c'est une réalité qu'on ne savait pas au départ. Il faut l'admettre aussi. Je ne vais pas contredire Martin Blachier quand il dit que probablement le confinement nuit plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Tu vois la différence entre ça sert à rien et il nuit plus qu'il ne protège. C'est complètement différent. Non, mais s'il nuit plus qu'il ne protège, du coup, il ne faut pas le faire. Enfin, je ne comprends pas. On est d'accord. D'accord, mais donc du coup, c'est
qu'il est pire que s'il servait à rien, ou j'ai mal compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est Oui, exactement donc ça. c'est pire que si ça sert à rien. D'accord. Donc si c'est pire que le fait de ne servir à rien, en fait, c'est pas qu'il a eu 0 en dictée, c'est qu'il a eu -5. Si vous arrivez à me l'expliquer à moi, tous les téléspectateurs, téléspectatrices, ils vont comprendre aussi. Donc, moi, si j'ai compris, en tout cas, je suis sûr que tout le monde aura compris. Donc, au début, il y a un pangolin ou un laboratoire où... Alors, j'ai lu un papier du Monde. Ouh, je sais où ça va aller. Voilà, j'ai lu un papier du Monde ce matin qui disait qu'en fait, peut-être pas. Peut-être qu'il n'y avait pas le pangolin. Bon, peut-être on l'enlève. Bon. En tout cas, il y a un pangolin, il y a un humain, et après, le virus se transmet d'humain en humain. OK. Mais j'ai entendu un mot qui s'appelle réservoir. Réservoir, ça existe ce mot. Oui. Les réservoirs. Alors, on a les visons, apparemment. Ouais, vous me dites si je me trompe ou pas. On a les visons. Bon. Et là, pour le coup, eux, ils se rencontraient. Ils n'étaient pas confinés. Ils vivaient leur vie de vison. Bon. Et ils étaient dans une cage à visons, très certainement. Les visons, apparemment, ont eu un variant. Bon. Donc, les réservoirs seraient vraisemblablement des lieux de mutation. C'est-à-dire que le virus, le petit coquin, il n'attend pas que nos vaccins soient au point. Il n'attend pas que nos rémédiations soient au point. Il se dit, si je leur jouais un vilain tour, parce qu'il est taquin, le virus, apparemment. Et donc, dans le réservoir à visons, il se dit, tiens, si je développais une autre forme de la protéine spike, par exemple, etc. Bon. Et là, boum, d'un coup, on a un modèle épidémiologique qui change complètement, où simplement la variable de dire, est-ce qu'on empêche les gens de se rencontrer, n'est peut-être plus la variable la plus significative de l'équation. Mais il y a aussi le fait que les gens, on ne les a pas mis dans des cellules individuelles. Ils ont été enfermés chez eux. Chez eux, ils sont 5. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Là où je veux en venir, c'est que la question fondamentale de dire, c'est simple, parce qu'après tout, moi j'aime bien quand c'est simple, que ce virus, il se transmet de personne à personne, et que si on empêche les personnes de se rencontrer, on va arrêter l'épidémie. Moi je veux bien y croire, mais il y a des trucs qui vont pas. C'est quand je vois cette équation de personnes qui se rencontrent, qui se serrent la main ou pas, parce que pareil, s'il n'est pas manuporté, pourquoi on doit faire ça là? Pourquoi on ne peut pas se serrer la main comme au bon vieux temps? Bon, apparemment, il ne faut pas se serrer la main parce qu'il y a un truc. Alors, soit c'est débile, soit c'est de la superstition, ça peut l'être. Soit, en fait, si, quand même, il faut éviter de se serrer la main. Mais bon, donc dans l'équation, on me dit, il y a juste des êtres humains. Dès qu'ils se rencontrent, il se passe quelque chose de mauvais pour la santé publique qui, in fine, va saturer les salles de réanimation. C'est ça le problème. Oui. Mais moi, dans mon puzzle, là, j'ai le pangolin, j'ai les visons, j'ai les mains, les gants, les gels hydroalcooliques. Et puis j'ai cette notion de réservoir en général, qui est qu'en fait, les virus, il y en a partout. Et qu'il en tombe 20 millions par mètre carré. Ça, c'est une bonne question. Il y a une bonne réflexion là-dessus, ce qui peut nous permettre d'élargir, en fait, de manière intéressante, rapidement, et qui revient à cette question de l'hystérisation. C'est pas le premier virus que la planète ait connu. Je crois pas. C'est pas le dernier virus que la planète va connaître. C'est Raoult qui disait ça. Et Il disait, donc, on va qu'est-ce pas qu'on va arrêter de faire? sortir parce qu'il y a des virus. Mais c'est intéressant, c'est ce point de vue. C'est est-ce que tout à coup, c'est pareil que la pluie là, qui tombe là. C'est un exemple intéressant. Il y a une pluie battante. Je veux dire, est-ce qu'effectivement, quand il pleut de cette façon-là, tu dis, bah non, à chaque fois qu'il pleut, maintenant je reste chez moi, je bouge. Non, mais je suis embêté par ce genre d'argumentaire. Parce que tu vois, moi, je pars d'un truc qui est scientifique. Je te dis que j'ai étudié l'impact du confinement sur la transmission du virus et les décès liés au virus. Si tu regardes, tu fais le bilan du confinement, qui est une réaction assez rationnelle quand tu as une maladie transmissible, pour éviter que les gens se contaminent. Tu as sauvé des vies. Ok. D'accord. Mais tu en as aussi perdu. Okay. Mais tu en as aussi perdu, pas tout de suite, probablement. Ça, c'est ce que je dis. Et après, tu me dis... oui, mais du coup, on fait cette espèce de généralité, parce que la pluie sort, on va être mouillé, tu vois. Et c'est pas parce que Raoult dit des virus, il y en aura toujours, donc il ne faut pas se confiner. Non, c'est parce que... Non, mon propos... Le comptoir, il peut dire ça aussi, tu vois. Ce qui est scientifique, c'est ce qui est reproductible. Oui. Oui. Donc, si ça marche, c'est donc que c'est reproductible. Oui. Premier élément. Deuxième élément, si effectivement le confinement ou les mesures qu'on prend actuellement, elles ont un sens pour arrêter ce virus, donc c'est qu'elles ont un sens pour arrêter les virus de même nature. Oui. T'as pas beaucoup de virus qui en 2 mois ont la capacité de te tuer 200 000 personnes. T'as pas beaucoup de virus comme ça. Je te le garantis. Parce que le Covid a tué 200 000 personnes en 2 mois. La Covid-19 a la capacité, si tu laisses filer dans la population, et ça c'est des calculs qui sont très justes, effectivement, de tuer 200 000 personnes en quelques mois. Alors, attendez, Voilà. parce que là, j'ai 2 questions pour vous. Ce chiffre de 100 000 personnes en quelques mois, il sort d'où?
Bon, encore une fois, je ne suis pas très bien informé, mais c'est qui a publié ce chiffre? C'est Simon Kochmez de C'est Pasteur. tous les gens qui ont fait des modèles sur le SARS-CoV-2 aujourd'hui convergent à peu près vers entre 200 et 250 000 personnes si on avait laissé flamber le virus SARS-CoV-2 en mars Oui, mais alors sans attendez, rien faire. en Suède, en l'occurrence, on n'a pas constaté cette Non, mais là d'accord, là on rentre dans la subtilité, c'est de dire est-ce que si on n'avait pas confiné, on n'aurait pas pu faire autre chose qu'aurait optimisé ce qu'on sauve sur le Covid-19 et les effets collatéraux. Et là on rentre dans quelque chose d'intéressant. Pardon, mais c'est moi qui suis trop con pour comprendre ça. Attends. Il y a le niveau zéro de la réflexion, qui est le genre de réflexion à l'emporte-pièce comme tu m'as fait. C'est il y a de la pluie qui tombe, je vais pas ne plus sortir parce qu'il pleut. Donc en gros, c'est pas parce qu'il y a un virus que moi le virus il me fait peur. Donc le virus, le virus j'ai pas peur. Moi je sors et donc c'est pas grave. Non, c'est parce que ça c'est le truc. Je dis si tu fais ça, c'est effectivement 250 000 morts en France. Mais il y a un océan de possibles entre le confinement strict qu'on a fait en mars et cette attitude débile. Si Voilà. tu fais Et ça, t'as pas besoin. Si tu fais ça, c'est 250 dernière 000 morts phrase, en France. Et c'est- tu n'as pas Laisse. besoin, pour contrer le confinement strict, d'aller vers cette extrémité. Donc on peut aussi un petit Non, peu être c'est subtil pas mon parfois dans ce propos. qu'on Mais dit. alors justement, je termine juste sur ce point. Oui, Et après, je laisse la Idriss. parole d'Idriss, mais sur ce point, eh bien alors nous avons un Premier ministre qui a parfaitement entendu ce que tu dis. Il a dit, et dis donc, le masque, si on le gardait pour l'automne et la grippe. Bah oui, voilà, exactement. Bon. Donc il a parfaitement entendu cette C'est idée. débile. Non, pourquoi Mais c'est mais débile en- et ça au nom n'arrivera de- non, mais pas, voilà. Au nom de Bah, quoi c'est- c'est débile? Pourquoi c'est débile? Scientifiquement, ça tient. Le masque, s'il protège S'il de protège, ce virus, oui. eh bien pourquoi ne protège... On a constaté qu'il n'y a plus de grippe. On s'est dit, et tout le monde dit, c'est à cause du port du masque. Et bien donc, comme on veut pas de grippe, tu veux pas de grippe, tu veux pas de mort de la grippe. Rassure-moi, tu ne veux pas de mort de la grippe. Moi, je ne sais pas si je suis prêt à ce que 70 millions de personnes portent le masque pour éviter 5 000 morts de grippe Mais alors qu'il y a un enfin, mais vaccin. tu te rends compte de ce que tu dis? Bah ouais. Tu dis qu'effectivement, 5 000 morts ne sont rien. Donc à partir de quand ça compte? 7 000? 10 000? 15 000? Parce que 200 000, c'est absolument atroce, manifestement. J'ai pas dit que c'était Mais 5 atroce. 000, c'est un problème, c'est pas un problème. Donc ça compte à partir de combien le nombre de morts? À partir de quand? Non, mais là, Non, mais- là, tu dis un truc intéressant. Là, je suis... Attendez. Merci, Ok, Martin. d'accord. Et, Non, mais là, je vois où tu veux en venir. Idriss, Ouais. Idriss Aberkan. Pourquoi Idriss on est dit, Aberkan qui avait euh, quelque chose à dire. Vraisemblablement, alors donc concrètement, si on n'avait rien fait, il y aurait eu 200 000 morts. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. On a un mec qui s'appelle Campbell, du clan Campbell, dans les Hautes-Terres d'Écosse, c'est son nom. Hein. Lui, il avait dit quoi? Il n'avait pas dit un truc genre 2 millions. Ouais, il avait 2 millions. Ouais. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui disent 200 000, il y en a qui disent 2 millions? Par exemple, moi, avant de vous arriver, j'ai posé des pièges à girafes dans la salle. J'en ai posé partout. Dans les coins, là, il y a un piège à girafe. D'ailleurs, vous me devez, là, l'équipe de tournage, C'est con parce qu'il n'y a pas de girafe. Mais après, justement, c'est remercie mes pièges. Parce que si j'en avais pas mis, t'aurais des girafes qui courraient partout. C'est pas Bon. probable. Donc, alors voilà, c'est peu probable parce qu'il se trouve que vraisemblablement, tu as quelques neurones connectés et tu dis qu'en fait, peut-être, Non, aujourd'hui, si c'est la journée j'avais des mis compliments. pas de piège, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de girafe non plus, parce que, après tout, on est à Paris et que les girafes, ça court pas les rues. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans qui te vendent que si tu prends pas leur solution, leur fraise tagada ou leur machin ou leur truc, alors là, Madre de Dios, il va se passer un truc horrible. Et évidemment, plus le truc est horrible, rappelez-vous le bug de l'an 2000. Combien il y avait d'experts informaticiens, attention, des ingénieurs. Si vous prenez pas mon truc, là, vous allez avoir le bug de l'an 2000, ça fait peur. Hein. La grippe, le virus de l'influenza, il a eu une version dite espagnole, parce que nul n'est prophète en son pays, qui a fait combien de morts, rappelez-moi? Des millions, mais je sais Millions. plus. La Des deuxième vague, millions. Son potentiel à lui, c'était de faire des millions. La grippe, si on parle de potentiel, et si on met des si, parce qu'avec des si, on met Paris en bouteille, Martin Blachier, eh bien si avec des si, on dit il a un potentiel, la grippe, c'est 26 millions de morts. Ça, c'est un modèle mathématique qu'il représente. La grippe a le potentiel d'avoir un R0 qui fait 26 millions de morts. Donc moi aussi, je peux dire que la grippe, ou l'herpès, ou bien les ongles incarnés, peuvent tuer des milliards de personnes et que s'ils n'achètent pas ma solution, qui serait le confinement ou n'importe quoi d'autre, eh bien, ces milliards de personnes vont mourir. Je peux dire ça, mais c'est pas scientifique. C'est tout. La question est posée et je vais te la reposer. Il y a combien de morts du Covid, Martin, aujourd'hui en France? Je dirais 300 000. Le dénombre qu'il y a eu, c'est 110 000 morts. Ce dénombre sur quoi? En France, sur quoi? Et comment sont comptabilisés les morts du Covid? Pourquoi l'Allemagne et la France n'ont pas le même nombre de morts de Covid? Pourquoi? Ça, bonne question. Pourquoi l'Italie et la France n'ont pas le même nombre de morts de Covid? Pourquoi? Parce que apparemment, Alors, attends, Ah bah tu non, veux mais- que non, mais je te je veux donne dire, on parle- parce l'explication qu'apparemment, le pourquoi ratio, c'est le chaque chiffre. pays n'a pas le non, même... ma question c'est pourquoi est-ce que concrètement l'Allemagne a aujourd'hui un chiffre, un nombre de morts Covid moins important que le nôtre?
au-delà des mesures qu'ils ont prises. Ah, voilà, Donc, ils sont bah, de- mais non, comme- non, 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 non. Et à supposer qu'ils aient pris des mesures qui sont plus efficaces que les nôtres, à quelle hauteur ces mesures ont contribué à un nombre de décès moins important? Puisqu'apparemment, tu aimes les chiffres, on va discuter des chiffres. Il y a 110 000 morts du Covid. Alors parlons des 110 000 morts du Covid. Je vois pas quelle est ta question. Ma question est simple. Comment sais-tu qu'il y a 110 000 morts du Covid? Pourquoi il y a eu des nombres de morts Non, différents dans comment chaque pays? sais-tu qu'il y a 110 000 morts du Covid? D'où sort ce chiffre? Parce qu'il y a un diagnostic qui est posé de mort du Covid. La Covid, c'est une maladie... Alors, Attends, laisse-moi vas-y. répondre à ta question quand même. La Covid, c'est une maladie respiratoire, d'accord, avec certains symptômes assez caractéristiques, plus un test où on identifie la Covid. Et si on lie les symptômes au fait que le patient soit affecté par le Covid, la probabilité que ce soit une Covid grave D'accord. est relativement élevée. Alors maintenant, À j'ai ce une moment-là, question. la personne décède. On dit cette personne est décédée du Covid. Alors j'ai deux problèmes avec ça, Martin. Le premier, c'est que c'est exactement comme ça qu'on avait comptabilisé, et c'est exactement comme ça, notamment, que l'INSEE vient de te dire que qu'il ne fallait pas comptabiliser. Parce que, notamment, il y a un certain nombre de patients qui sont morts de comorbidités majeures et qui ont été testés positifs au Covid et sur lesquels le Covid n'a eu aucune influence. Pourtant, elles sont comptabilisées morts du Covid. Donc déjà, la question Ça, du c'est un chiffre... fait, c'est pas fais complotiste. attention. Je termine. Je termine sur non, ce mais point. d'accord. Qu'est-ce que t'en sais, je veux dire? Non, moi Ça j'en veut dire sais... qu'il faudra expertiser chaque non, patient non, non, pour non, savoir non, l'impact. Non, attends, pour savoir l'impact bah, y a- qu'a eu y a- l'infection aiguë y a par un- le non, Covid mais sur sa Il y a un indice, mortalité. il y a un C'est un indice qui est travail, très clair, c'est la surmortalité. Eh ben, je suis Oui. d'accord. C'est un indice très clair. Eh ben, les Si j'ai mecs- 110 000 morts du Covid, c'est donc que j'ai une surmortalité par rapport aux années précédentes Oui. qui est effectivement notoire. Oui, elle a Premier été élément. combien Je la termine. surmortalité? Je termine. Elle a été Deuxième combien point. la surmortalité? Elle est largement inférieure aux 110 000. Pas largement. Deuxième Pas élément. largement. Je termine. Elle est à Deuxième élément. 70-80 000. si je Les dis. Allemands, eux, ont décidé que quand tu avais une comorbidité, Ah oui, eh bien, alors, tu attends. mourrais de la comorbidité. Tu ne mourrais pas du Covid. Parce que le Covid n'avait pas ou alors il fallait que le Covid ait influencé ton pronostic vital. Mais si ça n'était pas le cas et que ta comorbidité influençait ton pronostic vital, eh bien, tu étais mort de comorbidité. Et C'est-à-dire dernier que point. si tu marches en boitant dans la rue et que le fait que tu boites, ça te fait prendre les pieds dans l'escalier, tu tombes et tu décèdes, t'es mort du fait du boiter ou t'es mort du fait de t'être Eh pris les bien, pieds pour dans les l'escalier? Allemands, tu es mort du fait de te pris les pieds. Les Italiens ont eu un problème au début de la crise. Les infectiologues italiens ont dit aux Italiens, mais vous êtes complètement cons ou quoi? Comment vous comptez votre nombre de morts? Parce qu'en Italie, il y avait un truc qui circulait parmi la communauté scientifique, c'est de dire, en Italie, quand tu te prends un poteau en bagnole, tu vas tester, t'es à moitié mort. C'est-à-dire, tu vas tester Covid, et si effectivement ton Covid est positif, T'es mort du et que Covid. tu meurs du Covid. Donc, si tu veux, la question des chiffres, moi je veux bien... Non, mais pourquoi je veux te dire ça? Parce que j'en ai ras la cacahuète. Mais alors ras la cacahuète qu'on vient de me balancer, les Airbus A380, non, les Non, Boeing, mais ça, je suis les d'accord que Boeing, c'est les machins. insupportable. Non, J'en mais- ai ras le non, bol mais je suis qu'on vienne de d'accord, parler mais du tu peux chiffre. pas- Et puis, au nom de quoi une grippe qui fait 10 000 morts ou 15 000 morts serait finalement moins grave qu'un virus qui effectivement en fait 100 000. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc à 15 000, je confine pas, je ne prends aucune mesure, parce que 15 000 morts, c'est rien. Enfin, vous êtes qui, les gars? Alors, attends. Pour dire que Alors 15 000 morts, c'est attends, rien. Fabrice. Non, mais je suis d'accord. Bon, et après, Ce que tu dis, sur une question. D'accord, mais ce que tu dis, je comprends. Tu dis à quel moment je confine. Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais d'avoir quelqu'un en face de toi, il y a eu 110 000, il y a eu un phénomène Covid-19 et qui te dit des histoires de pièges gérables, en fait, c'est du négationnisme de la Covid. Mais qui négative? Mais si, il est personne en n'a train dit de ça. dire, Personne il est en n'a train dit de ça. dire il y avait rien. Il est en train de dire il y avait rien. rien. Il est en train de dire il y avait rien. Pas du tout. Quand on a le diabète, tu es médecin, on a une polyurie, ce qui signifie qu'on va souvent aux toilettes. N'importe qui de sensé, comme tu avais dit, c'est censé, on transmet le virus quand les gens se rencontrent, donc c'est censé de les séparer. Très bien. Bah, on va reprendre cet argument très sensé. Quand tu as le diabète, tu pisses beaucoup. Qu'est-ce qui serait censé donc? De mettre des toilettes partout. La tête partout. Non, c'est mais ça. a priori de boire moins. De boire moins. Vous mettez des toilettes A partout. priori de C'est l'un boire ou l'autre. moins. Voilà, donc si tu veux, tu fais beaucoup pipi quand tu as le diabète, donc n'importe qui de sensé, je vais récupérer ce sensé, va dire arrête de boire. Tu fais ça, tu crèves. Comment tu peux le savoir? Non, alors là, il y a une vraie Comment question. tu peux le Il y a savoir? une vraie question. Bah oui, mais je termine là-dessus. Comment tu Ouais, peux le mais je suis savoir? Il y a une vraie question. Parce que tu as une médecine basée sur les preuves qui te dit non, mais en fait, on a fait le test. Quand tu dis aux gens diabétiques d'arrêter de boire, ils crèvent. Donc au bout d'un moment, on a fait le rapprochement, on s'est dit que en fait, les diabétiques, il faut qu'ils continuent de boire. Là, on Maintenant, comprend bien. comment tu sais que le confinement ou autre chose, quand tu me sors un truc comme ça, parce que c'est très facile de dire à la population si vous ne faites pas ça. Et combien de gens j'ai vu qui faisaient cette culpabilité et ce virtue signaling qui disait si vous ne restez pas chez vous, outre le fait que vous êtes un salopard égoïste,
eh bien, vous allez avoir 200 000 morts par mois. Oui, Campbell a dit, mais 200 000, mais vous êtes des petits joueurs, ça sera 2 millions. On va tous crever, c'est l'apocalypse, sortez les crécelles et les cagoules parce que c'est millénariste. Sauf qu'il n'y a rien qui prouvait ça. On peut faire des modèles qui disent 2 millions, on peut faire des modèles qui disent 200 000, mais en l'absence de preuves reproductibles et vérifiables, ces modèles, ils valent peau de zob, et c'est tout. Il y a quand même quelque chose que dit Idriss Aberkan qui a une antériorité historique. Neil Ferguson, C'était lui, c'était pas Campbell, ouais, c'était Ferguson. Ferguson, que vous connaissez. Ferguson, en 2009, Qui est pas un Écossais d'ailleurs. lors de la grippe A de l'Imperial College, du coup, il avait déjà fait un modèle qui disait, déjà à l'époque, qu'il y allait avoir beaucoup de morts avec la grippe A. Je ne sais plus combien, mais beaucoup. Voilà. Et donc, fait avec le Creutzfeldt Jakob aussi. Voilà, bon. C'est incontestable que Neil Ferguson a eu beaucoup d'influence sur le début de la crise. C'est donc incontestable qu'il y a des gens comme ça qui ont fait des modèles un peu pas très solides, qui ont eu énormément d'influence. Et ces gens-là, ils ont toujours beaucoup d'influence à l'heure actuelle. Non, mais d'accord. Mais je vois ce que vous voulez dire. C'est incontestable. Ok. C'est pas Neil Ferguson qui a fait confiner la France. Si. En partie, si. Non, mais attendez. Ça s'argumente, ça. Regardez les courbes de ce qui s'est passé en mars. C'est les courbes de ce qui s'est passé en mars, c'est les services. En France, on pensait que le Covid n'arriverait pas. Et tous les experts pensaient que c'était une grippette. Vous l'avez dit vous-même. Donc, quand est-ce qu'ils ont changé d'avis? Quand Neil Ferguson est venu leur montrer leurs courbes, personne ne comprend ce qu'il faisait Neil Ferguson. Gilles Pialou, Éric Côme, tous ceux qui avaient dit que c'était une grippette, ils ont changé d'avis quand ils ont vu leurs services commencer à se remplir. Ils ont dit, attendez les gars, en fait, c'est pas une grippette. En fait, c'est un petit peu plus grave que ça. Et là, on a un flux continu de patients qui arrivent et on ne sait pas comment on va gérer. C'est ça qui s'est passé. D'ailleurs, il y a plein de documentaires qui ont repris tous ces gens qui... Attends, laisse-moi finir. Donc, on s'est dit, là, il faut appuyer sur le frein d'urgence, le plus fort qu'on peut. Donc, ça a été le confinement, le nombre de morts tous les jours, ce genre de choses. Les courbes ont diminué exactement au moment où on pensait qu'elles allaient diminuer, sur des courbes assez oui, mais lors de la deuxième vague. Non, mais d'accord. Mais donc, c'est ça qui s'est passé. Donc aujourd'hui, venir me faire le coup des pièges à girafes, je trouve que c'est indigne et indécent, et je maintiens. Voilà. Donc je trouve que quand on est sur des sujets comme ça, il faut se donner un minimum de niveau pour parler, parce que sinon ça devient indécent. Alors, très bien. Okay. Parlons épidémiologie 2 secondes. Martin, combien y a-t-il eu de morts du Covid à Taïwan? Martin n'aime pas les girafes. Combien y a-t-il eu de morts du Covid à Taïwan, Pas Martin? beaucoup en l'occurrence. Combien? Je sais plus, c'est pas moins de 1000. 7, je crois, ou quelques dizaines. 12. Voilà, 12. Quelle est la population de Taïwan, chers amis? 6 millions, 7 millions 23. Zut. 12 morts sur 23 millions d'habitants. La France, c'est moins de 70. C'est tellement puissant que... Et elle a eu plus de 100 000 morts. Et elle a confiné. Moi, ce que je crois, c'est que là où Martin touche du doigt une réalité concrète, pour le coup, c'est qu'à un moment donné, il y a des mecs qui, concrètement, terre à terre, se sont retrouvés avec des malades dans leur service et avec un truc qui... ininterrompu. C'est pas tellement finalement le nombre de malades, mais c'est le flux de malades. C'est pas le stock, j'aime pas le mot, mais... Si, c'est effectivement... Puisqu'effectivement, le nombre de malades en réanimation, en soi, c'est toujours plein. Mais ce qui était problématique en mars, c'était le flux ininterrompu. Et en se demandant, du coup, ça va arrêter quand, quoi. Exactement. Et donc, à un moment donné, il y a eu... Et peut-être qu'on peut le saluer aussi, je veux dire, à un moment donné. Se dire, ces mecs se sont dit, là, il faut qu'on fasse un truc, là. Il ne faut pas qu'on le fasse dans 15 jours. Parce que dans 15 jours, à raison de 20 patients par jour, je ne sais pas combien ils étaient, mais peu importe, de 30 patients par jour qui arrivent dans mon service, on va trier. Non seulement on va trier, mais au bout d'un moment, on ne sera même plus capable de trier, si ça continue, en fait. Et donc, là où il y a une part de vérité dans ce que dit Martin, c'est qu'on refait l'histoire aussi. Alors, on refait l'histoire aujourd'hui calmement autour d'une table, en se disant, oui, mais il ne fallait pas confiner, il ne fallait pas machin. Et je suis un des premiers à dire qu'il ne fallait pas confiner. Mais en toute honnêteté, j'ai été un des premiers à le réclamer aussi. Donc, ce que je te dis, moi, c'était pareil. Les médecins que moi je défends, les médecins que moi je défends, ont été les premiers, et ils ne sont pas complètement cons. Ça a été des premiers à dire, les mecs, là, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on le fasse là, maintenant. Justement, pour dépasser ce sujet qui tend tout le monde par ailleurs, le problème, c'est la seconde vague. C'est là qu'est le vrai débat, en vérité. Et là, je m'adresse aux médecins de santé publique. Il y a un truc qu'on sait dès le départ, quand on est médecin de santé publique, comme vous, comme Alice Desbioles, comme Franck Chauvin, en fait, c'est que la santé, c'est une chose holistique. Et donc, quand vous confinez toute une population, il va y avoir des morts. Et ça, il n'y a pas d'étude d'impact en France là-dessus.
Est-ce qu'à un moment, et attendez, c'est pire que ça, c'est qu'à un moment, les gens qui osaient dire ça, on disait, c'est des complotistes, ce sont des irresponsables, ce sont des idiots. Alors qu'en fait, ça, c'est factuel. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a un autre phénomène qui s'est passé en novembre, c'est que finalement, on s'est retrouvé dans la même situation qu'en mars. C'est-à-dire que, comme si il ne s'était rien passé entre-temps. Et en fait, il y a eu une espèce de phénomène, alors c'est peut-être un biais cognitif, là vous parlerez au moins d'un sujet que vous connaissez, où on a peut-être essayé d'effacer. C'est pas faux. On a voulu complètement faire table rase. Et du coup, en novembre, on a affronté cette nouvelle vague avec exactement le même réflexe. Et il n'y a que sur la troisième vague que finalement, on a commencé à intégrer un certain nombre de choses, pas tous, mais qu'il y a eu suffisamment de gens qui ont intégré un certain nombre de choses pour que finalement l'exécutif change de fusil d'épaule. En fait, je pense à juste titre. Je pense que ce qui s'est passé, pour abonder dans ce sens, c'est qu'au fond, enfin, c'est une prédiction qui est pour le coup personnelle. Peut-être. L'idée, c'est de dire que tout le monde est sorti quand même, en particulier les médecins, pour le coup, les réanimateurs, sont sortis traumatisés de la première vague quand même. En plus. Il y a eu un traumatisme. J'ai fait des interviews avec des et du coup, après, il était le temps des vacances, quoi. Il y a aussi le temps du relâchement. Et puis le temps de gestion du quotidien des autres patients aussi. Et je pense que, voilà, le Covid, on a vu les courbes baisser. Alors bien sûr, tout le monde parlait de deuxième vague, plus ou moins, machin, mais tout ça, ça reste abstrait. Et puis, en novembre, les réanimations ont recommencé à se remplir, en fait. Et là, il y a un phénomène structurel et il y a un phénomène individuel. C'est que du coup, les mêmes qui étaient épuisés par la première se sont retrouvés confrontés au problème de la deuxième. Et le problème, il est structurel, en ce qu'au sommet de l'État, on a déconfiné sans réellement penser à l'hypothèse du deuxième. On s'est fait surprendre parce qu'en fait, pendant tout l'été, on était persuadé que l'épidémie ne repartait pas parce qu'on arrivait à porter des masques et qu'on faisait la distanciation sociale. C'est ça. Et en fait, on s'est fait tromper parce qu'on n'a pas compris que si ça repartait pas, c'est parce qu'on était pendant l'été. Et que du coup, quand l'hiver est revenu, en fait, nos petites mesures, même le masque et la distanciation sociale, étaient largement insuffisants. Et du coup, on s'est fait resurprendre par l'hiver, et c'est comme ça. Oui, mais ça témoigne d'une réalité qui est un peu plus complexe, et sur laquelle je voudrais avoir votre avis à chacun, pour le coup. Est-ce que, de nouveau, on fait de la science aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on fait, finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question autour de ça. Il y en a deux. Un, c'est, est-ce que nous ne souffrons pas d'une incapacité à anticiper, je redis cette phrase de Claudel, on sait qu'une chose arrive quand déjà elle est arrivée. Est-ce qu'on n'a pas un problème structurel? Et deux, aujourd'hui, du coup, ayant conscience qu'on avait un problème structurel, on ne tombe pas dans une forme d'excès inverse, qui est de dire, du coup, je vais prendre des précautions, c'est bien, mais ces précautions, elles sont basées sur rien, finalement. Elles sont plus basées sur la connaissance actuelle du virus. Non, mais tu sais, il y a eu 13 experts qui se sont réunis internationaux là, et qui ont dit il faut équiper toutes les pièces et tous les bâtiments publics d'aérateurs. Donc ça, c'est l'inverse de ce que tu dis. C'est justement en sortir et prévoir, en se disant même s'il y a le vaccin, s'il nous arrive quoi que ce soit, il ne faut plus qu'on revienne sur les vieux schémas qui sont les confinements, mais il faut qu'on utilise des nouveaux outils. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Le fait de privilégier l'extérieur, ça va dans le bon sens. Peut-être qu'on ne le fait pas assez, mais il me semble que maintenant, on y est justement. Après, les signes noirs, c'est des signes noirs, si tu veux. Des choses que tu n'as jamais connues avant, tu ne peux pas les prévoir. Et tu sais, toi qui connais bien d'ailleurs le monde de la santé et de la santé publique, tu sais bien que les grandes réformes de santé arrivent toujours après des signes noirs. Et la pharmacovigilance est arrivée comme ça, la gestion des risques, les études cliniques, et chaque chose est arrivée après des grands phénomènes comme ça. Donc je pense que ça arrivera après ça, mais on n'avait pas eu de pandémie mondiale. Maintenant, on en a eu et je pense qu'on s'adaptera. Alors, cette allusion à Taleb risque d'inspirer Idriss Aberkane. C'est quoi un signe noir? C'est un événement non prévu, c'est ça? Exactement, un événement imprévisible. C'est ça. Non. Tu me disais qu'il fallait que je parle de choses que je connais. La définition rigoureuse d'un signe noir, c'est un événement excentrique qui se produit quand même. Donc un signe noir, ce n'est pas du tout un événement imprévisible, et là ce n'est pas moi qui parle, c'est Nassim Nicolas Taleb. C'est un événement très éloigné de la moyenne qui va se produire quand même, et d'une façon totalement prévisible. La raison pour laquelle Nassim Nicolas Taleb avait vu venir la crise de 2008, qui était un signe noir selon lui, et dont il avait alerté les autorités à plusieurs reprises, en disant ça va se produire, tôt ou tard, c'est ce qui va arriver. Et la raison pour laquelle Nassim Nicolas Taleb, qui est le père du concept de signe noir, a déclaré dans la presse américaine que l'épidémie de Covid-19 n'était pas un signe noir. Et ça, c'est ce que Taleb a déclaré. Alors, pour quelle raison? Parce qu'elle était prévisible selon lui.
parce que des événements pandémiques allaient se produire, que ce soit avec un coronavirus, un adénovirus, une grippe, et que tout un tas de pays s'y étaient préparés, à commencer par Taïwan, qui, à mon avis, s'ils n'ont eu que 12 morts, puisque maintenant, à chaque fois, évidemment qu'on parlera de piège à girafe, les personnes intelligentes auront traduit par Taïwan. Eh bien, Taïwan n'a eu que 12 morts sur 23 millions d'habitants. J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas dû au hasard, et que c'était dû au fait qu'eux étaient préparés à cet événement complètement imprévisible et complètement inattendu, qui a justifié dans certains pays des restrictions de liberté tout à fait drastiques, et pour lesquels on a pu invoquer des arguments émotionnels de part et d'autre en disant « j'aurais bien aimé que tu parles à un réanimateur ». Apparemment, à Taïwan, ils n'avaient pas ces arguments-là, mais les chiffres sont là. Et les chiffres ne mentent pas. 12 morts pour 23 millions d'habitants à Taïwan parce qu'ils étaient préparés. Et qu'il y avait eu d'autres pandémies. Sinon, pourquoi Roselyne Bachelot aurait acheté 93 millions de doses pour la grippe aviaire ou la grippe porcine, je ne sais plus. Le fait est qu'il y a un fait marquant, Martin Blachier, qu'on ne peut pas nier, c'est qu'il y a une corrélation, alors ce n'est pas scientifique, corrélation n'est pas causalité, mais il y a une corrélation entre les pays qui ont eu les mesures les plus drastiques, j'exclus la Chine, et le nombre de morts de Covid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent sur Internet, on l'a vu là sur Twitter, mais finalement, les pays où il y a eu le plus de morts de Covid, en fait, c'est les pays où on a été le plus autoritaire au final. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous pouvez l'expliquer de plein de manières. Je ne sais pas si c'est vrai. Sans être complotiste, je vous parle vraiment d'un point de vue purement pragmatique. Vous prenez l'Italie qui a confiné durement, vous prenez la France qui a confiné durement, vous prenez l'Espagne. Et en fait, c'est des pays qui ont super mal performé. Alors que la Corée du Sud, même le New South Wales en Australie, Taïwan, ce pas des pays qui ont confiné. Oui, mais après, l'argument a ses limites aussi. Oui, bien sûr, mais il mérite d'être considéré. Ce n'est pas un argument, c'est une question. Oui. Déjà, c'est sûr que c'est un phénomène, on l'a dit 15 milliards de fois, mais c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus vous laissez filer au début, plus vous mettez du temps à rattraper. C'est sûr que si vous êtes une île et que vous empêchez toutes les personnes de venir un mois avant la pandémie, vous n'avez jamais le virus. La Grande-Bretagne est une île. Oui, non, mais absolument. Mais ils n'ont pas fait ça. Et si vous êtes extrêmement rigoureux au tout début et que vous êtes une île, vous avez effectivement le moyen de vivre en autarcie pendant un certain nombre de temps, et puis du coup d'être totalement déconnecté du monde et donc du coup déconnecté du virus, ce qui n'a pas été le cas des pays qui sont ultra connectés au monde, comme la France et l'Italie. Il n'a échappé à personne que c'est les pays les plus touristiques du monde qui ont été les pays les plus touchés par le virus. Et qui, effectivement, au début, ont un petit peu laissé filer. Il faut le rappeler que c'est un virus qui circule de façon essentiellement silencieuse, parce que déjà, c'est les jeunes qui sont les plus sociaux, donc c'est dans les couches jeunes de la population que ça circule, et c'est des gens qui font très peu de symptômes. Et vous vous en rendez compte, quand cette population jeune infecte une population un peu plus âgée, que vous avez les cas graves, que ça commence à arriver à l'hôpital, mais le phénomène silencieux a déjà complètement pris toute votre population, et plus vous êtes dans un pays avec beaucoup de grandes villes, avec beaucoup d'échanges avec les autres pays, plus vous arrivez tard sur le phénomène. Donc, Oui, mais alors du coup, ça nous amène à la question finale de ce débat qui est la vaccination. C'est-à-dire qu'en ce moment, en prévision d'une 4e vague, on est tous en train de vacciner, on est tous en train de fourbir nos plans de santé publique. Et au fond, quand on regarde la Corée du Sud, Taïwan, des régions comme ça qui ont extrêmement bien géré, qui ont été dans la technologie, le tracing, etc., on se dit, mais finalement, pourquoi on fait tout ça? Est-ce qu'il ne suffirait pas de faire comme eux, au final? C'est très intéressant ce qui va se passer dans les pays zéro Covid, et beaucoup de gens l'étudient en ce moment. C'est les pays qui sont dans la situation la plus compliquée aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est des pays qui ne vaccinent pas, effectivement, qui vivent en autarcie depuis 1 an et demi, et qui prévoient de vivre en autarcie pendant encore au moins 1 an et demi. Parce que les gens ne se vaccinent pas, parce que là, il n'y a pas de Covid. Je suis votre logique. En fait, les gens vont dans votre sens, ils ne se vaccinent pas parce qu'il n'y a pas de Covid. Dès qu'il y a quelques cas de Covid, ils referment tout. Donc, en fait, ils sont bloqués dans leur stratégie zéro Covid. Donc, aujourd'hui, la tendance va plutôt à l'inverse. C'est de dire, les pauvres, comment vont-ils se sortir de ça? Parce que vous pouvez vivre en autarcie quand le monde est à l'arrêt. Mais le problème, c'est que le monde redémarre. Les États-Unis, là, ils ont repris 6% de croissance. Les conséquences économiques. L'Europe va repartir. Qu'est-ce qui va se passer de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui vivent en autarcie totale? Et Taïwan et la Chine sont en train de marquer le haut de l'Everest d'une frontière
pour empêcher d'avoir des importations de Covid par des alpinistes népalais qui monteraient l'Everest d'un côté et qui le redescendraient de l'autre. Donc ils sont en train de mettre un projet pour marquer une frontière nette au haut de l'Everest. Donc vous voyez comment c'est compliqué à interpréter. Et c'est pour ça que les économistes qui se sont précipités dans le Lancet pour aller dire que les pays zéro Covid, économiquement, s'en étaient beaucoup mieux sortis, moi je pense qu'ils refont leurs études dans 18 mois et les résultats seront tout à fait différents. Alors du coup, Idriss Aberkane, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas non plus nier que le risque du Covid est là, que si on ouvre les frontières, il se pourrait bien qu'il y ait des patients avec en plus des variants qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait si on ne confine pas, selon vous? Il faut faire quoi? Parce qu'on ne peut pas rien faire, au final. Entre le confinement et rien, il y a plein de choses. Voilà. Oui, comme l'a dit Fabrice, entre le confinement et rien, il y a plein de choses. Moi, encore une fois, je ne suis pas ministre de la Santé. Je ne suis pas là pour donner des directives et dire voilà ce qu'il faut faire. Ce que je peux par contre faire, et ça c'est mon rôle, c'est d'informer notre auditoire du fait que la Corée du Sud, que Taïwan, que la Suède ont eu moins de morts par million d'habitants, puis pas moins, énormément moins, sans confiner, sans détruire leur économie, sans réduire les libertés publiques. Pareil pour Singapour. Pareil pour la Suisse. La Suisse n'a pas eu de confinement à la française. La Suisse, c'est frontalier de la France. Elle était entre l'Allemagne, qui était saturée de Covid, effectivement, et la France. Et l'Italie, sans parler bien sûr de l'Italie. La Suisse n'a pas assigné les gens à résidence. Ils n'ont pas eu plus de morts par 10 000 habitants que la France. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il faut souligner cet aspect-là. On a déjà répondu à ça, de toute façon. C'est pas une Plus ou question, moins. c'est une observation. Il y a quand même un truc sur lequel je suis pas tout à fait d'accord. C'est que, ok, moi je veux bien qu'on vante la Suisse et la Corée du Sud comme modèle. C'est pas vanté. Hein. Enfin, non, mais on peut les présenter comme modèle. Simplement, je ne suis pas sûr, en termes de liberté publique en Corée du Sud, que le tracing à la manière de la Corée du Sud, la CNIL serait prête à l'accepter en France. Premier élément. Deuxième élément, je ne suis pas sûr que les citoyens seraient prêts à l'accepter. Parce qu'en termes de tracing, je veux dire, pour le coup... Reboucle sur le passeport sanitaire de votre en termes de tracing, le passeport sanitaire à côté... Le passeport sanitaire à côté, c'est rien. La manière dont... Et la Suisse, c'est un bon exemple. Moi, j'ai un exemple en Suisse. J'ai un exemple très précis d'un client. Un client suisse. Le type, il est suisse. Il vient en France. Ok, il vient en France. Et il doit respecter, à un moment donné, il y a eu un truc en Suisse où il devait respecter une quarantaine avant de revenir en Suisse. Il ne le respecte pas. Il ne le respecte pas, il est médecin, hein. Il ne le respecte pas. Il se fait appeler par la gendarmerie du canton où il vit. Le type lui dit, mais comment vous savez que j'étais en France? Il dit, c'est simple, on a des accords avec Suisse Télécom, et votre téléphone a borné en France, et donc on le sait, finalement, en temps réel. Là, on peut faire ça. Mais du coup, en termes de liberté publique, on en parlait tout à l'heure, il y a confiner des gens, les mettre chez eux, et avec des assignations à résidence, effectivement, très bien, même si j'aime pas ce mot, mais on peut dire ça. Mais de l'autre, la technologie, là, on retourne sur le pass sanitaire. À côté, le pass sanitaire vu par la France, en tout cas, on est loin de ça, quand même. C'est-à-dire que là, on voit bien que on est sur une société de surveillance, quand même. Je suis d'accord avec toi. Le meilleur exemple, le meilleur contre-exemple, c'est la Suède. Et là-dessus, je suis d'accord. La Suède n'a pas voulu être jusque-boutiste dans le confinement. Elle a eu cette espèce d'intuition que c'était pas la peine d'aller dans quelque chose de jusque-boutiste. Ce que nous, on a fait, effectivement, en hystérisant un petit peu parce qu'on avait très peur. Eux, ils sont restés relativement plus calmes et plus sereins, peut-être parce que c'est la nature des Suédois. Ils ont 15% le moins de morts. Et effectivement, parce que c'est ce que je te disais au début, c'est qu'on sait aujourd'hui que le confinement strict, c'est excessif. On n'a pas besoin d'avoir un confinement. Aujourd'hui, la décroissance de l'épidémie, elle est plus importante que le deuxième confinement. Ça prouve bien, si tu veux, qu'ils avaient un instinct. Ils ont eu instinctivement... Votre avis sur cette question, effectivement, D'abord, le cas en particulier de ton client médecin, c'était malgré tout anecdotique. C'est-à-dire que tu as un cas où les gendarmes lui ont dit ça. Oui, mais ça prouve qu'il y a quand même une corrélation, que tes données mobiles, elles sont quand même balancées aux flics pour te surveiller. Hors tout contexte. Ils ont énormément utilisé la délation aussi. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Le bornage, il était déjà utilisé, par exemple, pour les raisons fiscales. Oui, enfin, il était utilisé attention, il était utilisé sous contrôle de l'autorité judiciaire. Alors, ça, c'est des lois d'exception, c'est un cadre d'exception qui est général, qui n'est pas seulement, si tu veux, pour le cas de cette personne-là. D'un coup, on a dit que les données seraient davantage échangées. Moi, quand j'ai voyagé, par exemple, en Belgique, les autorités belges m'ont rappelé. J'étais rentré chez moi, tranquillement, en Italie, et les autorités belges me rappellent. Sans dire, vous avez un appel masqué de gars qui vous disent « Allô oui, moi, au début, je réponds pas. Puis il y a quelqu'un qui me dit « Attends, tu ferais mieux de répondre parce qu'en fait, sinon, ils vont te blacklister. »
Macron, première nouvelle. Bah oui, ils vont te blacklister, tu vas voir, c'est très sérieux. Faut que tu répondes. Bon, bah je réponds, bonjour, il y a un type, il s'identifie pas. Enfin, il me dit vaguement, je bosse pour la Belgique. Mais je veux dire, le type, ça pourrait être n'importe qui. Il n'a pas un code d'identification ou quoi que ce soit, pour autant que je sache. Et pour le coup, l'infosec, le hacking, ça m'intéresse relativement. J'ai travaillé pour une société américaine de cybersécurité qui s'appelle Cylance. Ce genre de truc, c'est degré zéro de la sécurité. N'importe quel connard pourrait appeler une vieille dame et lui dire « Oui, je bosse pour les autorités belges, alors vous allez me dire quel est votre prochain voyage, etc. » Et ça, c'est pas la Suisse qui l'a fait, c'est la Belgique. Et si je répondais pas, j'étais blacklisté, effectivement. Ça m'a été confirmé, même par les autorités elles-mêmes. Et le gars est très gentil, il dit à la fin « Bon, bah, j'espère que vous allez bien. » Bon, il voulait vérifier que j'avais bien fait ma quarantaine. Et rien ne garantit qu'il n'allait pas utiliser également les données de bornage de mon téléphone. Je suis obligé de la poser, cette question. Puis-je légitimement m'inquiéter, Martin, de ce qui est en train de se dérouler avec la vaccination? Je m'explique. À quel moment est-ce qu'on a oublié de rappeler que derrière autorisation de mise sur le marché, il y avait conditionnel? Pourquoi est-ce qu'on fait comme si cette autorisation de mise sur le marché était définitive et qu'au fond, l'AMM conditionnelle, elle n'est que conditionnelle parce qu'il faut bien lui donner un nom, mais qu'elle ne se laisse habiter par aucune réalité scientifique et juridique. Une AMM conditionnelle, et il y a une deuxième question derrière, est-elle aujourd'hui concevable pour des enfants? Je rappelle quand même pour les téléspectateurs les conditions de l'AMM conditionnelle précisément. Ce que les Américains appellent l'autorisation d'urgence. Il faut qu'il y ait une urgence. Une urgence vitale, quand c'est pour une catégorie de patients, ou une urgence de santé publique, lorsqu'effectivement, il y a un risque, donc il n'y a pas d'autre solution finalement. On choisit d'avoir une balance bénéfice-risque incertaine pour pallier une urgence de santé publique. On concevait l'idée de vacciner une population majeure, à risque, ça pouvait s'entendre dans le cas d'une AMM conditionnelle. Mais elle reste conditionnelle, l'AMM. Je ne comprends pas. Oui, mais enfin, là, pour le coup, si je veux te rassurer, je vais te rassurer avec des termes scientifiques. Je veux dire, tu sais, tout ça, c'est des... Je devrais être assez Non, mais intelligent c'est des mots AMM conditionnels. Qu'est-ce que ça revêt? C'est-à-dire, est-ce que ta question pourrait être, est-ce que je devrais m'inquiéter du manque de recul qu'on a sur les données des vaccins? Ce serait plus direct, parce que si on met conditionnel, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a besoin... Voilà, donc ta question, c'est est-ce que je dois m'inquiéter d'utiliser un vaccin qui a si peu de recul? Donc là, moi, je vais te répondre dans des termes scientifiques, parce que c'est ce que te répondrait l'agence. Je te dirais, Monsieur Divisio, quand même, la plupart du temps, les effets secondaires des vaccins, ils arrivent relativement proches après l'injection. Cette idée... Non, mais alors là, pour le coup, j'ai quand même pas mal regardé. La narcolepsie est un contre-exemple de H1N1. Une vaccination de masse, et puis, je ne suis pas d'accord, Martin, on n'en sait rien. Pour une raison très simple. C'est que des vaccinations de masse à grande échelle... on en a fait des vaccinations de masse à grande échelle. Mais attends, je termine. Une vaccination de masse à grande échelle sans avoir fini les essais cliniques, sans avoir été dans le recul clinique, ça n'est arrivé qu'une fois. C'est H1N1. Non, mais la question, c'est pas est-ce qu'on a fini des essais cliniques ou pas. La question, c'est est-ce qu'il y a une probabilité importante que pour un vaccin, on ait des événements indésirables qui se déclarent 6 à 8 mois, parce qu'on a quand même 6 à 8 mois de recul sur les vaccins qu'on utilise aujourd'hui, et qui soient des choses embêtantes. C'est quelque chose qui s'est très très peu observé, je crois quasiment jamais. Et la Suède? Et la narcolepsie d'H1N1? Et la Suède et la narcolepsie. La Suède, tu sais pourquoi la Suède ne vaccine pas? Ou peu? Parce que la Suède s'est retrouvée engluée à la suite d'H1N1. Ils ont eu une vaccination de masse, contrairement à nous dans H1N1 qui n'a pas marché. Eux, ça a marché. Ils ont encouragé la population à vacciner et ça a marché. Sauf qu'ils se sont retrouvés ensuite, 2 ans après, avec une épidémie de narcolepsie pour le coup. Alors évidemment, ça représente une pas... Une épidémie de combien de personnes? Non mais c'est ce que j'allais y venir. Je veux dire, on n'est pas sur des chiffres qui sont extravagants. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des chiffres qui sont ceux, si je reprends le Covid, qui effectivement sont de l'ordre du Covid. Donc, mais la Suède a estimé que c'était suffisamment problématique, les chiffres qu'on avait, pour cesser la vaccination H1N1, et 2, aujourd'hui, avec le Covid, dire, ouais, attends, là, il faut qu'on fasse un peu gaffe. Je te fais une réponse en toute bonne foi. Je te dis, je pense que c'est quand même peu probable qu'il y ait un événement indésirable qui sorte après 8 mois avec ces vaccins sur une chose embêtante. Je peux que te dire ça. Je peux comprends l'idée. Je peux pas te dire ça n'arrivera pas. Je te dis, la probabilité est très faible. Je comprends l'idée. Et du coup, on revient à la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que finalement... Après, sur les enfants, je trouvais ça très intéressant ce que tu disais. Effectivement, c'est vrai que pour le coup,
dans le cadre d'une AMM conditionnelle, vacciner les enfants, c'est un vrai sujet. Et que les agences se posent d'ailleurs. Tu sais, les agences, elles ont travaillé longtemps alors le problème, avant de se dire s'il fallait vacciner les jeunes. Le problème des agences, Martin, c'est qu'elles se posent des questions après, tu vois. Elles apportent la réponse et après, elles font coller la question à la réponse qu'elles ont apportée. C'est souvent ça le problème. Et qu'actuellement, on voit bien, on ne va pas se mentir, et après je vous laisserai la parole des intervenants, mais sur ce point, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher derrière son doigt. Il y a une pression qui monte pour la vaccination des enfants et elle est mondiale. Je veux dire, et là aussi, je veux pas de nouveau revenir sur le sujet qui fâche, mais j'y vois quand même une fabuleuse opportunité pour l'industrie pharmaceutique qui quand même, tout à coup, se trouve dans l'opportunité de vacciner la planète. La planète. En tout cas, une partie d'entre elles. Et y compris chez des sujets, parce qu'on est d'accord. Qui sont pas malades. Non, mais ça, je suis d'accord. Et donc la probabilité... Vacciner des gens où tu es sûr qu'ils n'auront pas de bénéfice individuel juste pour un bénéfice collectif, hypothétique, avec un produit qui en a les mêmes conditionnels, c'est vrai que c'est un sujet qui se pose. Je suis d'accord. Idriss Aberkane. J'ai pas d'enfants. T'as des enfants? Oui. Martin, est-ce que tu me permets de te demander si tu as des enfants? 3 enfants. Alors là, c'est très simple. Fabrice, est-ce que tu vaccinerais tes enfants? 3 réponses possibles. Oui, non, Idriss, je refuse de te répondre. Non, actuellement, non, parce que je considère qu'ils sont à un âge où la question ne se pose pas. Tu pourrais poser la question, la question serait différente si la question me concernait. Voilà. À cette question, je répondrais actuellement, je ne sais pas. Bon, moi, je réponds comme toi, je vaccinerai pas mes enfants. Mais moi, je vaccinerai pas mes enfants. C'est clair. Bon, ben voilà, pour rester dans les concepts, t'allais bien. Après le signe noir, il y a le skin in the game. Quand on pose la question aux gens, est-ce que vous seriez prêts, sous constat d'huissier, pas un truc, juste une mise en scène, où oui, je vaccine, pas de problème. Non, est-ce que vous seriez prêts à vacciner vos enfants avec tel ou tel produit? Les gens, en majorité, répondent non. D'une part, parce qu'effectivement, il n'y a pas la moindre preuve scientifique de l'intérêt en termes de santé publique de vacciner les enfants, ce qui reste quand même un problème fondamental. Ça n'empêche pas, comme on l'a vu, les sociétés pharmaceutiques de le pousser. On n'a pas de preuves. Normalement, la médecine, ça se fait par les preuves. Non, mais en termes de santé publique, si. Ça a des preuves scientifiques. En termes de santé publique collective, oui, ça a un intérêt sur la transmission. On a les preuves de ça? Elles sont publiées? Alors, c'est vrai que les études sont partagées. Selon les calculs qu'on fait, on aura du mal à atteindre ce qu'on appelle... Non, mais Martin, on ne fait pas de calcul. Non, mais Martin, attends. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je réponds... Non, je t'en prie. Sur ce point, je suis quand même un tout petit peu agacé. Vas-y. Parce que, alors, dans le même jour, est sorti du fameux comité vaccinal à la con, là, français, le fait qu'il faille vacciner 51 millions de personnes. Ouais. Et le CDC américain a mis à jour ces données à la question combien de personnes faut-il vacciner pour atteindre une immunité collective? Réponse, c'est ce qu'il reste à définir. Voilà. Et bon, donc à un moment donné, si vous pouviez tous éviter de nous prendre pour des cons 2 minutes, ça c'est même pas une question de prendre pour des cons, c'est que la science avance progressivement. On est d'accord. Sur des sujets aussi complexes, tu peux pas avoir immédiatement une prescription. En l'état actuel... Tu es d'accord que plus il y a de gens qui sont vaccinés, moins le virus peut circuler? Non. Non, je suis pas d'accord avec ça. Bah non, je suis pas d'accord. C'est une hypothèse. Ça, c'est une hypothèse. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas une hypothèse, ça. Est-ce qu'on en a besoin? Ça, je suis d'accord que c'est... Et deuxième question, on pourrait la poser différemment. Si j'ai une population suffisamment importante qui est vaccinée et qui donc évite les formes graves, et que la population résiduelle n'a pas de chance de forme grave, qu'est-ce que je me fous du fait d'avoir un rhume? Je suis 100% d'accord. Donc, il faut être tout à fait rigoureux. C'est pas plus il y a de personnes vaccinées, moins on a de chances que le virus se propage. C'est plus on a de personnes immunisées. Oui. Maintenant, on suppose évidemment que la raison principale d'être d'un vaccin, c'est d'immuniser les gens, sinon ça sert à quoi? Or, les données qu'on a aux Seychelles, en Israël ou ailleurs, démontrent que, évidemment, le SARS-CoV-2 est un virus dont la maladie actuelle connue, la Covid-19, longue ou pas longue, etc., autres symptômes possibles, n'est pas beaucoup immunisante. Exactement comme la grippe, exactement comme plein d'adénovirus qu'on connaît depuis très longtemps, etc. Dès lors, est-ce que les vaccins sont capables d'immuniser la population suffisamment? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et ça, c'est la seule réalité. Ça veut dire suffisamment? Mais suffisamment, ça veut dire pour éviter la propagation. C'est ça, on sait très bien. On a des preuves de ça. On a des preuves de ce que les vaccins immunisent. Non, mais il y a deux choses. Est-ce que les vaccins immunisent et combien faut-il de personnes pour avoir une immunité collective? Ça, on ne sait pas.
14 et 20. Ça, effectivement, c'est Non, mais estimation. attends, Mais le fait que quand tu as eu un certain Non, mais- nombre de personnes vaccinées, ça baisse la rapidité de Non, non. propagation du virus, ça, on a plein de Non, mais données. là, Qatar, Israël, États-Unis. là, je vois bien Écosse. la pertinence du point d'Idriss. C'est-à-dire que, imaginons que, par exemple, on vaccine 100% de la population, mais que l'efficacité réelle du vaccin soit de 60% d'immunisation. Ouais. Eh bien, il va quand même y avoir de la circulation, Ouais. et on aura vacciné toute une population avec un risque d'effet secondaire important, par exemple pour des populations jeunes, pour rien. C'est ça le problème. Alors, attends, déjà, ça, le problème. encore une fois, c'est pas une marche, c'est-à-dire que l'immunité, la herd immunity, l'immunité collective, c'est un gradient, c'est-à-dire que plus tu as de personnes vaccinées dans ta population, Oui. moins ton virus peut circuler, parce que c'est comme un feu de forêt, plus tu as d'arbres qui sont coupés dans la forêt, moins ton feu peut circuler rapidement. C'est ça qu'on dit, donc on ne dit pas plus tu auras de gens vaccinés, moins le virus circulera. Voilà, c'est une... Oui, mais ça ne répond pas à ce que je viens de dire. Si, mais c'est une question intéressante, ça, pardon. Parce que du coup, il y a la question Du coup, des ça me effets permet de secondaires. poser une Donc question. je ne dis pas que si on vaccine 100%, peut-être que je ne peux pas totalement empêcher la circulation du virus, mais je peux la limiter au maximum de ce que je peux. Mais Là, j'ai répondu à ta question. Oui. Mais il y a une autre question, il y a une autre question aussi qui nous manque. C'est combien de temps dure l'immunité? Ah ben voilà, ça c'était ce que je pensais, ce que voulait dire Idriss Aberkan. Bah, en fait, si j'avais pas été coupé, c'est là que je voulais en venir. Mais Pardon. précisément. Bon. Donc, précisément, on ne sait pas effectivement combien de temps l'immunité dure, ce qui sur un modèle est quand même un énorme problème. C'est-à-dire, pour l'instant, hein, pour résumer, les modèles qu'on a de la vaccination, c'est des donuts. Un donut, c'est quoi? C'est un énorme trou au milieu, et puis un peu de sucre autour, avec plein de trucs roses pour que tu l'achètes. Mais il y a un énorme trou au milieu, et l'énorme trou, c'est est-ce que ça immunise et pour combien de temps? Et ça, ce trou, il est là au milieu du... Si tu vois le donut dans le rayon, tu vois qu'il y a un trou là. On ne sait pas combien de temps ça immunise, on ne sait même pas si ça immunise. Je vais même aller plus loin. J'ai eu la faiblesse, avant de venir, de regarder un débat avec Martin. Et il a dit un truc très très bien dans ce débat. Je crois que c'était avec Fouché sur les incorrectibles, Éric Morion. Ouais. Il a dit un truc. Il a dit en maths, quand tu as un contre-exemple, ton modèle, il est faux. Ton théorème, il est faux. Ton théorème ou ton lemme, il est faux. Bon. Il n'y en a pas un, il y en a plein des contre-exemples. Dans le cas de la vaccination est-elle immunisante et réduit-elle? Bon. Des pays qui ont eu une campagne de vaccination massive et qui ont eu une deuxième vague majeure, tout comme les autres et indiscernable des autres, après leur campagne de vaccination. Il y en a plein, à commencer par l'Inde, mais on a les Seychelles, si on devait prendre un seul contre-exemple. Alors prenons un seul contre-exemple. Ils ont vacciné 1% de leur population. C'est sûr qu'ils pouvaient avoir une deuxième vague. En tout cas, ils ont lancé une campagne de vaccination. Donc, et pour les Seychelles, pour le coup, ils ont utilisé quel vaccin? où on a Sinopharm, AstraZeneca. Voilà, donc on a une énorme quantité de gens aux Seychelles qui ont été vaccinés. Pas de bol, c'est reparti comme en 40. Donc, à 30%, pour l'instant, oui, mais ils ne disaient pas qu'il marchait à 30% au moment où ils ont décidé de le commander, de l'administrer, etc. Et c'est pareil, dans ce cas-là, oui, je veux bien, le vaccin AstraZeneca, il marche à 30%. Mais qu'est-ce qui me dit que demain, le Pfizer qu'on a annoncé, à 95, il ne marchera pas pareil, puisque apparemment la fiabilité des données qui avaient été transmises par les laboratoires était sujette à caution. C'est ce que l'on voit. Et AstraZeneca a été tellement... Parce que c'est vérifié en vraie vie, Pfizer. Comment Israël, Écosse, Qatar et maintenant États-Unis, on a les données qui montrent que c'est 95% d'efficacité sur les formes graves, les hospitalisations et même les 95% d'efficacité. Mais pourquoi le journal Haaretz a dit que ce n'était pas le cas? Alors, bon, question en suspens. Peut-être que Haaretz, en tout cas, a moins fait son travail que moi. Mais en tout cas, la presse israélienne a considéré, elle, que c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Voilà la situation. AMM conditionnel, c'est là que tu avais lancé le débat. Pourquoi on a oublié le conditionnel? Pourquoi on a oublié qu'on a eu des cas de narcolepsie? Donc la narcolepsie, juste, hein, ça détruit la vie de quelqu'un. Ah mais vraiment. Tu peux plus conduire, tu peux plus sortir seul, tu peux plus nager, ta vie est détruite quand tu es narcoleptique avancé. Et c'est des cas de narcolepsie graves que la Suède a connus. On a eu le New England Journal of Medicine qui a aussi révélé des cas de thrombose thrombocytopénique. Donc concrètement, vous avez le bras qui est tout rouge, tout bleu, c'est magnifique. Et ça, c'est une complication post-vaccinale qui est reconnue. Si vous lisez les notices, parce qu'il faut lire les notices, des prototypes de vaccins, parce que ce ne sont pas des vaccins, et tu as très bien fait de dire que c'est une autorisation conditionnelle et une autorisation temporaire, donc techniquement, parce que ce sont des prototypes. Moi, je ne suis pas contre l'aviation. Je veux dire, l'aviation, c'est très bien. Quand on dit, faut-il avoir une sécurité de l'aviation? Faut-il avoir une agence de sûreté de l'aviation? T'as personne qui a à l'esprit de dire, mais les gens qui représentent l'agence de sûreté de l'aviation... Et vous n'êtes pas pour prendre le Concorde. Ils sont anti-aviation, exactement. Oui.
Regarde, les gens qui représentent les agences de sécurité, ils ne sont pas anti-aviation. Au contraire, c'est les meilleurs amis de l'aviation. Ils sont là pour te dire c'est très bien l'aviation. On va quand même juste vérifier que ton avion, il a les boulons bien riftés et qu'il ne va pas exploser en plein vol. Bon. Pour les vaccins, c'est pareil. Un vaccin, c'est une technologie. Tu peux avoir des prototypes d'avions qui volent ou qui ne volent pas ou qui se crashent. Un vaccin, c'est une technologie. Et qu'est-ce qui se passe si jamais on met cette technologie à disposition sans qu'elle ait été testée ? Eh bien, vous allez avoir des générations de gens qui voudront plus jamais se faire vacciner, même sur des vaccins qui sont absolument testés depuis des années. Et là, vous allez détruire la médecine. Le fait est, je constate un truc, qu'on a interviewé pour la chaîne Martin Kulldorff. Est-ce que vous voyez qui c'est, Martin Kulldorff? C'est le prof de biostat de Harvard, qui est spécialiste des vaccins, justement. Je vous encourage fortement à lire. Qui est un des mecs qui a fait le Great Marrington. Non, mais qui avait dit que la suspension AstraZeneca, c'est de la connerie, par exemple. Ouais. Et Johnson & Johnson, il a dit qu'il ne fallait pas le suspendre. Et ben ce même mec dit faut surtout pas vacciner toute la population, parce que si jamais ensuite il y a des accidents, les gens ils voudront plus se faire vacciner et ça va détruire la science. Il l'a dit au tout début de la crise Covid-19. Je me souviens, on avait déjà écouté à cette époque-là, il disait « j'ai très peur des vaccins parce qu'il suffit qu'il se passe quoi que ce soit et c'est toute la vaccination mondiale qui va être… » Donc il a dit les personnes à risque, il a dit « ok, attention ». Pour les enfants, là. En fait, lui il dit « les personnes à risque, il y a une balance bénéfice-risque raisonnable, donc aucun problème et il ne faut pas suspendre Johnson & Johnson, etc. » Voilà. Mais il dit « par contre, il n'y a pas de rationnel clinique pour les jeunes. » Et c'est même extrêmement dangereux de vacciner les jeunes. Non, mais là-dessus, je ne vais pas vous contredire. Moi, j'étais pour une stratégie de confinement de la population vulnérable et je ne vais pas me dédire avec la vaccination. Je suis pour vacciner la totalité des gens qui ont un facteur de risque, plus éventuellement les gens qui en ont envie. Je ne dis pas que la vaccination du maximum de personnes, ce soit forcément la meilleure stratégie. Il y a un dernier point que je voulais quand même avoir votre avis, particulièrement Martin, sur un point, la notion d'effet indésirable. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde scrute un peu à la loupe les effets indésirables et donc la balance bénéfice-risque, elle est finalement à la lumière des effets indésirables. Or, est-ce que ces remontées d'effets indésirables sont fiables ? C'est pas forcément mon sujet. La pharmacovigilance, c'est la pharmacovigilance. Non, mais je connais. C'est les remontées d'effets indésirables. Je connais très bien la manière dont c'est fait, si tu veux, de façon académique. Le système de pharmacovigilance, tous les professionnels de santé et les patients sont encouragés à remonter. Donc, est-ce qu'il y a, je pose ma question différemment, est-ce qu'en santé publique, la pharmacovigilance et la remontée des effets indésirables fonctionnent ? Est-ce qu'il y a une sous- ou une surdéclaration finalement ? Il y a très probablement une sous-déclaration. À quelle proportion, Martin ? C'est très difficile à savoir. Non, c'est très facile à savoir. C'est très difficile à savoir. Il y a très facile à savoir parce qu'il y a des études qui sont parues sur le sujet, là, c'est un sujet que je maîtrise un peu quand même, et effectivement, on a des ratios de 1 à 100. C'est un gros problème, un énorme problème en pharmacovigilance parce que les données d'effets indésirables ne valent que dalle. Il y a une étude qui a été parue, que je pourrais passer en médecine générale. Non, mais il y a une il y a forcément sous-reporting, c'est clair. Donc, c'est-à-dire qu'on a un problème. Pas sur les trucs les plus graves. Non mais Martin, bien sûr pas que si. Sur les trucs les plus bien graves. Sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est en général, les études montrent que tu as des ratios de 1 à 20 qui peuvent aller jusqu'à 1 à 100. C'est clair, hein. Tu as des études qui ont été publiées sur la question. Ah, mais ça, tu comprends très bien pourquoi. Oui, à cause notamment, effectivement, de l'industrie pharmaceutique. Non, mais la plupart des gens qui prennent des médicaments sont des gens qui ont de nombreux médicaments. C'est ça que je veux dire. Mais Martin, non, mais les gens qui sont pas sous traitement se vaccinent. Non, mais je ne te parle pas du vaccin, là. Je te parle des médicaments. Tu es d'accord, les études des vaccins. Non, je parle des effets secondaires des médicaments en général. Ma question a un sens. Qui utilise les médicaments? Non, mais Martin, qui utilise des médicaments? Les gens malades, oui, super. Voilà, et ils ont combien de médicaments en moyenne? Non, mais Martin. Ils ont combien de médicaments en moyenne? Je veux dire, il y a des gens qui ont. Mais Martin, ils ont un seul traitement. Non, la plupart sont polymédiqués. C'est pas vrai. Il faut que le lien soit fait avec le médicament qui soit pris, et il faut que ce soit reporté. Je te dis juste dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Évidemment, il y a un sous-reporting. D'accord. Et dès lors, d'où ma question, et j'en termine, promis. C'est juste, du coup, si je résume un peu la politique vaccinale, je dois faire confiance à une industrie pharmaceutique par ailleurs condamnée massivement. Non, mais je voudrais savoir si j'ai tort. Fabrice est avocat. Pourquoi elle est condamnée ? Il regarde le casier judiciaire. Non, mais je voudrais savoir si j'ai tort. Est-ce que c'est parce qu'elle cache des événements désirables ? Oui, entre autres. la réponse c'est il y en a, mais la plupart ne l'ont pas fait. Non, mais je vais terminer. Surtout sur des sujets comme cela. Peut-être que j'ai tort, hein, mais ma question de base est, je dois donc, sur une AMM conditionnelle, vacciner
une population générale avec une technologie nouvelle qui n'avait donc jamais été utilisée aujourd'hui en population générale, et le tout au milieu d'effets indésirables qui sont largement sous-reportés. Bon, et bien tout à l'heure j'ai dit que j'hésitais à me faire vacciner, je crois que j'ai ma réponse. Attends, Fabrice. Alors là, juste, ils sont sous-reportés habituellement. C'est pas parce que tu trouves des études qui, sur un antihypertenseur depuis 15 ans, Martin, il y a un c'est sous-reporting notoire. des événements indésirables, et là, un vaccin Covid qui est rescruté comme du lait sur le feu. Mais tu rigoles ou quoi? Mais si. Mais enfin, Martin, j'ai un bon exemple à Tours. À Tours, le centre T'as entendu ce qui s'est passé à Tours? J'y ai vécu, j'ai des clients sur place. Le centre pharmacovigilance de Tours a dit arrêtez de m'envoyer les effets indésirables, j'arrive pas à les reporter. Non, mais est-ce que tu penses vraiment que les études de sous-reporting que tu as sont transposables à ce qui se passe pour les vaccins Covid aujourd'hui? Tu penses vraiment qu'elles le sont Totalement. pas? Moi, je pense que non. Effectivement, Martin ne pense documenté. pas qu'il soit sous-reporté, mais je suis d'accord. On a un optimiste, on a un pessimiste, on a Non, mais je suis compris. pas pessimiste, mais je suis d'accord que c'est le cas. Ça a été démontré et la presse l'a publié que pour des vaccins, pas pour des antihypertenseurs, pas pour des médicaments contre le trouble de l'érection ou quoi que ce soit d'autre, pour des vaccins, effectivement, il y a eu des cas majeurs où le reporting des complications post-vaccinales, il faut bien les appeler par leur nom, pas effets secondaires, complications post-vaccinales. Complications, c'est quand même un terme aussi bien plus précis et fondamentalement plus inquiétant que effets secondaires, où là on se dit on a peut-être la diarrhée 2 minutes et puis ensuite ça s'arrête. Complications, c'est narcolepsie, ça peut être des choses comme ça. Ces complications ne sont pas rapportées suffisamment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le mot de la fin, Fabrice, pardonne-moi, mais tu as même oublié un truc, c'est que le rapport bénéfice-risque, et je conclue là-dessus, il n'est pas seulement sur les complications post-vaccinales. Il est sur la question qui n'a toujours pas été résolue aujourd'hui, qui est certains médicaments, comme le remdesivir, ou certains vaccins, sont-ils capables ou adjuvants de l'apparition de nouveaux variants? Et cette question, elle ne connaît pas de réponse scientifique à ce jour. On parle de principe de précaution, et Martin en a parlé toujours dans la même interview avec Éric Morillo sur les incorrectibles. Principe de précaution. Eh bien, le principe de précaution, appliquons-le. Si jamais on a le malheur, parce qu'on a un virus qui mute énormément, et qui est un de ceux qui mutent le plus vite auquel on n'ait jamais été confronté. Si on a le malheur de créer de nouveaux variants, qui sont plus taquins, plus meurtriers, plus contagieux, à cause du remdesivir et certaines données tendent à l'affirmer, ou à cause d'un autre vaccin parce qu'on l'a rushé sur le marché, on n'a pas été prudent, on n'a pas été précautionné. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas un fan absolu du principe de précaution. Et bien la balance bénéfice-risque, là, c'est pas quelques complications post-vaccinales, c'est on a créé une super saloperie de variants qui, pour le coup, va peut-être, si on a vraiment taquiné le loup-garou suffisamment, nous faire 200 000 morts par mois. Le mot de la fin, Martin. Pour l'instant, les pays qui ont vacciné largement sont en train de se sortir de la crise. Donc tous ces scénarios catastrophes n'arrivent pas. Pour Donc, l'instant. je préfère le dire. Non, mais Non, mais je suis content. je peux dire. Moi, je je pense peux que dire- les scénarios catastrophes n'arrivent pas. Je peux dire que c'est ce qui Oui, arrive je suis pour le d'accord, moment. pour l'instant, je répète, J'ai pour quand même le l'instant, droit. Sur le sous-reporting, c'est la nature de la pharmacovigilance. À partir du moment où il y a pharmacovigilance, il y a forcément sous-reporting. Sinon, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un qui suit chaque patient à chaque fois qu'il prend un médicament ou un vaccin. Donc ça, je suis d'accord. Je ne vais pas dire le contraire. Et je suis tout à fait d'accord qu'on peut questionner la vaccination des gens qui n'ont aucun risque de faire une forme grave. Et là-dessus, je suis d'accord. Ça aura des implications économiques, parce que le fait de faire circuler votre virus dans votre pays, alors que dans d'autres pays ne circule pas, vous allez être blacklisté quand vous êtes un pays touristique, il y a des implications qui vont être économiques. Mais sur un plan purement sanitaire, la question se pose, je suis d'accord. Il y a eu de la pluie, il y a eu des orages pendant ce débat, mais au fond, c'était quand même très intéressant et on se quitte bons amis. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce premier débat sur Divisio TV et on vous retrouve dans un mois, du coup, pour le prochain. À bientôt.